Alors, pour être complètement franc, quelques points d'explication. Il manque une personne qui est le scénariste et par qui tout ça est un peu arrivé pour le livre, qui s'appelle Jérôme Trouyana et qui est actuellement au Niger. Voilà, c'est un peu des péripéties de la vie qui font ça. Il a une mission de recherche à laquelle il n'a pas pu dire non. Et pour tous ceux qui sont à Bioforce, on comprendrait vite pourquoi on ne dit pas non à des offres comme ça. En tout cas, je l'espère pour vous dans vos parcours professionnels. Toujours est-il qu'il n'est pas là, malheureusement. On a quelques éléments de réponse, mais du coup, on ne peut pas parler trop à sa place. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, contrairement à ce qu'Amina a annoncé, on ne va pas forcément parler, nous trois, pendant 1 heure. Plutôt moins. Et parce que l'idée, comme vous êtes là et vous êtes venus super nombreux et qu'il faut... Voilà, c'est un bel effort. L'idée, c'est que on va avoir un petit échange d'abord entre nous, pas entre nous, mais vers vous, mais on va parler nous, petit à petit, mais rien de très magistral, sur la base de quelques questions. Et en fait, l'idée, c'est que rapidement, les questions, c'est plus nous qui nous les posons, mais plutôt vous, pour avoir un dialogue le plus poussé sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur Guantanamo, sur le métier de dessinateur, sur le parcours de détenus à Guantanamo et de revenir en France. On va veiller, je me suis engagé à ça, à ne pas spoiler le livre, parce qu'il faut le lire, plutôt que nous entendre. En tout cas, moi, Alexandre, il aura beaucoup de choses intéressantes à dire sur le livre, mais en tout cas, mon engagement personnel, c'est de ne pas trop raconter l'histoire même du livre, parce que c'est important de le lire, et je le dirai jamais aussi bien que c'est dans le livre. Mais voilà. Donc, c'est un peu la base. Je vais commencer par me présenter, on va se présenter chacun un peu un tour de rôle, et puis après on va se lancer un peu dans le sujet. Donc je m'appelle Yves Prigent, je travaille à Amnesty International, je suis en charge d'un programme qui s'appelle Responsabilité des États et des entreprises. C'est un vaste sujet. Je travaille sur plusieurs thématiques au sein de ce programme-là, sur le commerce des armes, sur la justice internationale, ainsi que sur la peine de mort et la torture, et puis la responsabilité des acteurs économiques en matière de droits humains. Et donc là, moi je suis particulièrement là par rapport à la question de la torture en particulier. Je travaille à Amnesty depuis 2005 et depuis 2005 en fait j'ai suivi le dossier Guantanamo, on va dire comme ça. Donc voilà, pour ma présentation personnelle. Je m'appelle Alexandre Franc, je suis dessinateur de bande dessinée, c'est pour ça que je suis là, et j'ai donc illustré le livre Guantanamo Kid, sur l'histoire de Jérôme Trouyana qui a recueilli le témoignage d'un ancien détenu, Mohamed El Kourani. Et on en a fait une bande dessinée. Bonsoir à tous, je m'appelle Mourad Benchelali. Alors, j'ai un parcours un peu similaire à celui de Mohamed El Kourani, donc le héros de la bande dessinée, puisque j'ai été aussi détenu à Guantanamo pendant quelques années. J'ai connu Mohamed, et puis j'aurai l'occasion peut-être de vous expliquer dans quelles circonstances et comment on s'est connu. Mais j'ai participé aussi à mon niveau à la bande dessinée sur des petits détails, simplement pour affiner peut-être des descriptions ou les circonstances de la détention. Et aujourd'hui, je suis formateur dans l'insertion professionnelle. Voilà, c'est mon métier aujourd'hui. Et merci d'être venus aussi nombreux et à l'Institut à Bioforce d'avoir organisé évidemment cette conférence. Je vous propose qu'on commence, on va poser un peu le contexte. Guantanamo, j'imagine que vous en avez tous un peu entendu parler, plus ou moins de façon poussée, détaillée. Donc je vais vous poser un peu les grands éléments des choses plus importantes. Après, si vous avez des questions, bien sûr, de détails sur ce que je peux dire ou ce que je n'ai pas dit et que vous aimeriez connaître, on échangera là-dessus. Voilà, Guantanamo, c'est une base de la marine américaine sur le sol cubain, qui est en place depuis l'indépendance de Cuba, en fait, et qui est une base militaire qui est louée par les États-Unis au gouvernement cubain. Les loyers ne sont plus encaissés depuis l'avènement au pouvoir de Fidel Castro, mais la base est toujours là. Elle a longtemps été stratégique, là on part du début du XXe siècle, c'était une base éminemment stratégique pour l'armée américaine, à l'époque où la marine fonctionnait au charbon, et donc ça servait de base pour la marine pour approvisionner les bateaux en charbon. Et c'est pour ça qu'elle était très importante. Bien évidemment, dès que la marine est passée à d'autres combustibles que le charbon, elle est devenue beaucoup moins intéressante, et assez largement tombée en désuétude. Elle est revenue sur le devant de la scène avec plusieurs crises en fait successives avant Guantanamo.
La première de ces crises, c'était une crise des balseros, c'est-à-dire des réfugiés cubains qui quittaient massivement le pays et qui étaient interceptés en mer en fait, par les gardes-côtes américains. Le droit américain fait que en fait, des migrants de ce type-là, dès lors qu'ils posent le sol sur des États-Unis, sur la plage, ils sont éligibles à un non-refoulement, en tout cas de ne pas être envoyés à Cuba. Et donc c'est pour ça qu'il était crucial, entre guillemets, pour les États-Unis de les intercepter en mer. Mais par contre, une fois qu'ils les avaient interceptés, c'était assez vite posé la question de où les renvoyer. Donc ils les renvoyaient à Guantanamo. Donc c'était assez délicieux, de façon très cynique, de renvoyer des Cubains, des exilés, des réfugiés cubains sur le sol cubain, mais administrés par les États-Unis. C'était la première de ces crises-là. Après, il y a eu d'autres crises migratoires aussi avec des Haïtiens, et qui ont eux aussi été renvoyés dans cette base-là. Donc là, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de questions qui se posaient sur le statut de ces réfugiés, qui sont peu à peu résorbés. Il y a une troisième opportunité, entre guillemets, de faire connaître Guantanamo d'une belle façon. C'était au moment des guerres successives en Bosnie puis au Kosovo, où se posait la question de où abriter des réfugiés, soit bosniaques, soit kosovars. Et certains grands penseurs s'étaient dit que c'était pas si mal finalement, puisque Guantanamo avait cette expérience d'avoir abrité des dizaines de milliers de réfugiés cubains ou haïtiens. Pourquoi pas envoyer des bosniaques là-bas? Ça s'est pas fait, mais voilà, c'est pour dire un peu le contexte de cette base-là. Et assez rapidement, en fait, après le 11 septembre, la base a trouvé une toute autre utilité, en tout cas une partie de la base, en devenant ce centre de détention pour ce qui était désigné comme étant les pires des pires par les États-Unis, par l'armée américaine. Et c'est comme ça que voilà, le Guantanamo dont on va parler, c'est celui-là. C'est cette histoire-là qui est en marche depuis finalement le 15 janvier 2002 et qui continue à ce jour, puisqu'en fait, malgré les tentatives de Barack Obama de fermer ce camp-là, et un décret qui avait été passé en ce sens-là, le camp est toujours ouvert, et non seulement il est toujours ouvert, mais là, en début d'année, Donald Trump a pris lui-même un décret présidentiel annulant le décret d'Obama qui annonçait la fermeture, et pour prendre la tendance inverse, c'est-à-dire non seulement de dire non, Guantanamo ne fermera pas du tout en mon mandat, mais je demande au département de la Défense de commencer à réfléchir sur comment on pourrait finalement relancer la détention là-bas, qui va contresens absolu de tout ce qui pouvait être poussé par la société civile et beaucoup de gens à ce sujet-là. Quelques chiffres. En tout, Guantanamo, ça a été jusqu'à à peu près 780 détenus. Actuellement, il y en a encore 41. Je vous l'ai dit, c'était annoncé comme les pires des pires. Là, on voyait que tous étaient désignés comme vraiment les plus forcenés, les plus radicaux, les plus impliqués dans Al-Qaïda et la mouvance djihadiste, à tel point que certains militaires américains, en général, qui étaient en charge des premiers transferts, justifiaient le fait que pourquoi les détenus étaient menottés, cagoulés, avec des bâillons, etc., en disant que c'est des types qui sont tellement extrémistes qu'ils étaient capables de se jeter sur les câbles hydrauliques de l'avion pour les scier avec leurs dents. Voilà, c'est vraiment, j'invente rien, c'est du verbatim. Donc voilà, c'est dire la projection un peu mentale qu'il y avait au début du camp en 2002. Donc il y a toute cette présentation de dire, voilà, on a identifié, arrêté ceux qui nous ont fait du mal aux États-Unis, qui nous ont frappés sur notre sol, etc. Et donc comme ça, le monde s'en portera mieux. Toutes ces années ont passé, on le voit, de 780 penseurs d'Al-Qaïda, finalement, il y en a beaucoup qui ont été libérés. Actuellement, sur les 41 qui sont détenus, il n'y en a que 10 qui sont passibles d'un jugement. 3 d'entre eux, d'ailleurs, en fait, ont été condamnés ou servent leur peine une peine de prison, mais pas à l'issue d'un procès, c'est simplement parce qu'ils sont plaidés coupables, il y a eu un arrangement et ils sont détenus. Et les 31 autres restants, en fait, ne sont pas inculpés, mais ne sont pas libérables pour longtemps et sont sous le régime de la détention à durée indéfinie. Sur des lois d'exception, et ça, on pourra revenir dans les détails par rapport à ce cadre-là. Donc voilà, j'étais beaucoup plus long que je pensais. Je suis désolé de ça. Mais ça me semblait important de poser ce contexte-là,
parce qu'il y a un débat qui est un peu qui se renouvelle à chaque fois qu'il y a des attentats un peu partout dans le monde, de dire finalement des camps comme Guantanamo c'est la solution. Et nous, ce qu'Amnesty on dit, justement, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que si on arrêtait autant de gens, détenu autant de gens à Guantanamo et que finalement on se retrouve qu'avec 10 qui potentiellement pourraient être jugés un jour, je dis bien potentiellement parce que ça ne veut pas dire que les 10 ils ont des dossiers en béton. On pourra revenir dessus aussi. C'est que c'est vraiment pas une bonne solution en fait, et que ça n'a rien changé. Et puis on le voit aussi depuis 16 ans que Guantanamo est ouvert. On a bien vu que Al-Qaïda est peut-être plus sur le devant de la scène, d'autres ont pris la place, mais ils sont bien là. Donc voilà, c'est un peu tout l'enjeu du travail d'organisations comme Amnesty puis d'autres. Et c'est un contexte à avoir vraiment en tête quand on va parler un peu dans ces histoires-là. C'est un contexte lourd, et c'est pour ça que j'ai un peu la première question à Alexandre, pour dire justement, en prenant en compte tout ce contexte lourd-là, tous ces parcours, ces histoires, comment on rentre dans un projet tel que ce livre? J'y suis rentré avec une légèreté, une insouciance qui est peut-être un petit peu irresponsable en fait, parce que je l'ai prise comme... moi, mon métier, c'est dessinateur, et je sais à peu près faire que ça dans la vie, et quand j'entends une histoire, je me demande immédiatement comment est-ce que ça pourrait rentrer dans des cases de BD. C'est une sorte de déformation mentale qui structure vraiment ma tête. Et donc, quand on m'a présenté ce scénario, je me suis pas dit mon Dieu, c'est une histoire épouvantable. Je me suis juste dit, alors comment est-ce qu'on peut faire une bonne bande dessinée avec ça? C'est mon travail. Donc je l'ai pris avec cette distance-là. Oui, comme je raconte parfois, il y a d'autres dessinateurs qui avaient fait avant des essais, et dans un registre beaucoup plus sombre. Il y a si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a une séquence où les prisonniers, pour ceux qui commencent à se révolter un peu contre leurs conditions de détention, ils doivent faire leurs besoins dans des seaux. Il y a le seau pour la pisse et le seau pour le caca. Et ils envoient ça à la figure de leur geôlier pour se venger des traitements. Et c'est cette séquence-là qui avait été choisie par l'éditeur pour faire des essais. Et il y a d'autres dessinateurs qui avaient fait une séquence très très sombre avec ça. Il y a dans cette séquence-là toute l'horreur de la détention. Il y a des treillis, il y a du grillage, il y a des violences de part et d'autre, c'est de l'inhumain. Et moi, quand j'ai fait cette scène après dans la bande dessinée, je l'ai plutôt tiré vers quelque chose de burlesque, parce que c'était des sauts de merde, mais j'en ai presque fait des tartes à la crème, parce que c'était ma façon d'aborder les choses. J'aurais pas pu faire autrement, parce que j'avais pas envie d'aller dans quelque chose d'accentuer la souffrance. Je pense que c'était ma façon d'aborder les choses. Il me semblait qu'en mettant un petit peu de distance, ça passerait mieux. Donc en fait, j'ai abordé cette histoire comme une histoire à dessiner, avec ce recul qui pour moi va de soi, quoi. Parce qu'on a tous les dessinateurs ont une façon différente de dessiner, et le dessin exprime vraiment la personnalité, la façon de voir le monde, etc. Et moi je voyais le monde comme ça, et c'est quasiment après avoir fini de dessiner le livre que je me suis rendu compte que j'avais dessiné quelque chose d'horrible en fait. Les gens me demandaient pendant que je dessinais ça, mais dans Guantanamo ça va être dur quand même, comment tu fais pas des cauchemars? Je leur disais bon non ça va. Et c'est après l'avoir lu que... Et les gens me disent ça aussi, c'est quand ils lisent la bande dessinée, ils se rendent compte après avoir refermé le livre qu'ils viennent de lire une histoire quand même épouvantable. Mais le dessin permet cette distanciation, cette mise à... Alors, sans trop raconter le livre, le livre il associe d'exemplaires, qui, certes c'est un parcours individuel, mais qui est assez emblématique de beaucoup de détenus qui se retrouvaient à Guantanamo, parce qu'en fait, à un moment donné de leur vie, tout comme Mourad, se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Je me rappelle très bien une fois, tu avais dit au très mauvais endroit au très mauvais moment. Et c'est typiquement ça. En quelques mots, le livre raconte l'histoire de Mohamed Al-Karani, qui est de citoyenneté tchadienne, mais qui est né et qui a grandi en Arabie Saoudite. Et parce qu'il voulait accéder à d'autres types de travail, parce qu'il voulait apprendre l'anglais et partir au Pakistan.
Et c'est là où tout a commencé pour lui. Parce qu'il s'est retrouvé au Pakistan au très mauvais moment, au très mauvais endroit. Un peu comme toi, Mourad, du coup. Mohamed, et ça c'est un élément important, avait 14 ans au moment où il a été arrêté au Pakistan et transféré à Guantanamo. Toi, Mourad, t'en avais 18. Comment on passe ces 20 ans enfermé là-bas? Oui, alors peut-être juste un mot de contexte. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de raconter mon parcours et j'ai pas envie de le faire en fait parce que il est trop complexe et puis c'est Mohamed qui nous intéresse ce soir, c'est pas mon histoire. Voilà, à l'âge de 18 ans, je pars pour des raisons très complexes en Afghanistan, sur les conseils d'un de mes proches. Et bon, je passe un certain nombre de mois là-bas et je décide de partir. Voilà, pour plein de raisons. Notamment, je vais être embarqué par des combattants étrangers qui vont essayer, en tout cas, de faire de moi un combattant, puisqu'ils vont m'envoyer dans un camp d'entraînement, dans lequel d'ailleurs va venir Osama Ben Laden, faire des discours terroristes. Donc on est dans un contexte particulier, on est avant le 11 septembre, pendant ce moment-là. En tout cas, j'essaie de fuir, voilà, j'essaie de rentrer chez moi, de sortir de cet enfer. Et je suis capturé par des villageois au Pakistan. Je suis détenu pendant plusieurs mois et c'est là que je fais la rencontre de Mohamed. On était dans la même cellule. Alors c'est très intéressant parce que dans la BD, on n'a pas du tout les mêmes souvenirs de ce passage. Comme quoi, on a tous des représentations différentes. Et c'est comme ça donc, que je vais être envoyé à Guantanamo. Je vais y passer 2 ans et demi. Et puis je vais être extradé en France où je vais passer 2 ans de prison ensuite, par la suite, parce que la justice française va estimer que le passage à Guantanamo est délictuel pour plein de raisons et que je dois payer pour cela. En tout cas que Guantanamo n'est pas pris en compte parce qu'il n'existe pas. Voilà. Donc là aussi, je ne veux pas trop peut-être raconter la détention, mais ça a été évidemment une des pires périodes de ma vie. Alors Guantanamo, vous l'avez compris, c'est pas une prison classique, on n'a pas des parloirs, on n'a pas des... Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de... C'est pas comme une prison classique, quoi. On est coupé totalement du monde, on n'a aucune information pour les raisons pour lesquelles on est détenu. Et puis on n'a pas de statut. Enfin, il y a eu le statut qui a été bricolé par la suite d'ennemis combattants, comme l'a expliqué Yves, mais c'est un statut qui est venu après, en fait. Et quand bien même il existait, il était de toute façon absolument pas reconnu par le droit international, puisqu'il était, il avait été inventé spécialement pour l'occasion. Mais voilà. Et donc, ça a été difficile, puisqu'on n'avait aucune possibilité de recours, aucune information, aucun levier sur lesquels on pouvait jouer pour essayer de s'en sortir. Et je crois que c'est cette incertitude de l'avenir qui a été le plus compliqué pendant cette détention. Sur le parcours de Mohamed, on passe entre la plus pure tragédie et puis finalement on bascule un peu vers de la résilience. Comment graphiquement c'est possible de représenter ça? T'as 5 heures. En fait, moi quand j'ai eu ce scénario dans les mains, je me suis dit, c'était un peu difficile parce que on avait un personnage unique. Quand on fait une histoire, on aime bien qu'il y ait un personnage, une unité de lieu, une unité de temps, des personnages secondaires, une intrigue, etc. Et là, on avait ce témoignage d'un personnage unique qui courait sur une dizaine d'années. Il n'y avait quasiment pas de personnages secondaires parce que ça aurait été des gardes ou des détenus et en fait, ils changeaient tout le temps. Et je me suis dit, est-ce qu'on va faire une bonne BD avec ça? C'est toujours mon idée on fait une BD. Est-ce qu'on va faire une bonne BD avec ça? Et en fait, je me suis rendu compte que ce Mohamed avait une telle énergie en lui, une telle force, que c'est lui qui prenait l'histoire sur ses épaules. Enfin, c'était son histoire. Mais ça s'est fait tout seul parce que oui, il a cette faculté d'avoir une énergie, un instinct de vie extraordinaire, ce qui fait que dans n'importe quelle situation, il prend le dessus, il prend les choses en main, il s'est battu pour améliorer les conditions de détention, il s'est révolté, c'était un bagarreur, il est allé se coltiner les gardes violemment, il en a pris dans la figure et il en a renvoyé aussi. Il avait fait son éducation dans la rue, hein. Quand il était à Médine, adolescent, il vendait des objets dans la rue et il avait déjà appris à jouer au chat et à la souris avec la police.
Et donc, quand il arrive à Guantanamo, il se dit, au-delà de l'injustice qui lui est faite, il se dit, bon ben voilà, c'est là que je vais vivre, donc c'est là que je vais essayer d'améliorer ma vie. Voilà, ils sont pas sympas, ça se passe mal, on est maltraité. Ben, il se bat tout de suite. Et pendant 9 ans, il va se battre pour améliorer les conditions de détention. Il va pas être le seul, mais enfin, il y aura des mouvements de grève de la faim. Il comprend assez vite que finalement ces tortionnaires, c'est les bidasses qui sont là pour faire les gardes-chiourmes, qui s'ennuient, qui passent un an de service à venir là faire les gardiens, et qu'il y en a qui sont sympas, puis il y en a qui juste par désœuvrement s'amusent à brimer les détenus, et il comprend vite que si on fait du grabuge, ben les supérieurs vont être prévenus, et les supérieurs ils veulent pas qu'il y ait de grabuge. Donc si on fait des grabuges, les supérieurs arrivent et ils règlent la situation et les conditions s'améliorent. Donc il a une grande intelligence de la situation, et il n'est pas tout le temps, il ne va pas pendant 9 ans réclamer un avocat, il a compris tout de suite qu'il n'aurait pas d'avocat. Et c'est longtemps après que l'avocat arrive, une fois que les Américains eux-mêmes ont réussi à faire connaître l'injustice de Guantanamo dans leur pays, et à faire que le droit reprenne un petit peu sa place là. Donc voilà, c'est ce personnage-là qui a une telle énergie qui passe lui-même d'une situation à une autre, de la comédie à la tragédie, et toujours avec cette faculté de résilience, comme on dit, pour recommencer. J'entendais acquiescer Mourad sur certains éléments. Sur notamment la résistance, et puis après comment on passe à autre chose. Oui, non, c'est vrai que Mohamed il était comme ça, les relations étaient difficiles avec les gardiens. Elles étaient difficiles pour plein de raisons évidentes. Eux considéraient qu'on était de dangereux terroristes, donc ils étaient puis très en colère suite au traumatisme du 11 septembre. Est-ce que tu parlais anglais, toi, quand tu es arrivé là? Parce que Mohamed, il parlait pas anglais, donc tu te débrouillais. Donc tu as pu un peu communiquer Oui. Je traduisais même l'arabe et l'anglais entre les détenus qui ne parlaient pas l'anglais. Alors on a eu des discussions avec des gardiens, en tout cas ceux qui le voulaient bien, et eux expliquaient leur situation. Donc en effet, ils disaient, nous on s'est engagés dans l'armée parce qu'on a vu les 2 tours du 11 septembre s'écrouler. On était foudrage, on s'est engagé dans l'armée, puis on a été envoyé en Guantanamo, on n'a pas forcément choisi l'endroit. Mais on nous a dit qu'à Guantanamo, il y avait les pires des terroristes et qu'ils étaient capables de tuer un Américain à main nue. Donc nous, on croyait que c'était vrai, on avait peur, quoi. Mais quand je discute avec toi, Mourad, je vois bien que tu n'es pas un terroriste. En tout cas, là, je pense que mon armée n'a pas le droit de te traiter de cette manière. Et donc, quand je vais rentrer aux États-Unis, je vais raconter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens qui ont raconté par la suite ce qui s'est passé là-bas. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on a su d'ailleurs sur ce qui s'est passé à Guantanamo, grâce notamment à des gardiens qui sont partis dénoncer. C'est-à-dire que on avait, en tout cas moi pour ma part, j'avais pas cette vision manichéiste de c'était tous des salauds, quoi. C'était pas les bons d'un côté ou les méchants de l'autre, il y avait de tout dans cette prison. Alors on avait des moments de colère, pour plein de raisons aussi, parce qu'il y avait des interrogatoires dans lesquels il y avait des tortures, c'est comme ça qu'il faut appeler un chat un chat. Et puis il y avait aussi les gardiens utilisaient des méthodes pour mettre en colère les détenus, comme la profanation du Coran par exemple, parce qu'ils savaient que pour la majorité des détenus c'était considéré comme un livre sacré. Et donc ça mettait foudrage les détenus. Et puis il y a aussi le fait qu'on n'avait aucune explication sur l'extérieur. Donc oui, en effet, des fois il y avait aussi des révoltes et des grèves de la faim, à laquelle moi d'ailleurs j'ai déjà aussi participé. Et le plus grave dans la grève de la faim, c'est qu'on est nourri de force, pour ceux qui veulent la faire. Voilà, on est nourri de force, il y a une espèce de méthode d'intervention pour nourrir les détenus avec une espèce de paille qu'on rentre dans le nez avec une nourriture liquide, donc c'est très très douloureux. Donc évidemment ça dissuadait quand même pas mal la majorité des détenus de la faire, malgré ceux qui continuaient, ils la faisaient quand même. Et oui, donc il y a eu... Voilà, c'était
une détention quand même sacrément anxiogène à cause de toutes ces raisons. Rien à ajouter. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? J'imagine quelques-unes quand même, pour lancer un peu le débat, l'échange avec vous. Il va falloir se lancer là quand même. On peut tenir encore un peu, mais il va falloir vous y aller. Une question, donc vous avez dit le soldat de base qui parlait avec le détenu, il pouvait voir assez vite. Je comprends que toi tu n'es pas un terroriste, mais les gens qui interrogeaient étaient à un niveau supérieur. Comment ça se fait qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la même chose alors qu'ils étaient devant le même détenu? Comment les détenus pouvaient être victimes d'un tel a priori que les interrogateurs, qui étaient pourtant des gens d'un niveau déjà assez élevé, n'ajoutaient pas fort et n'arrivaient pas à croire, à comprendre qui ils étaient? Alors, je pense que c'est... Alors, je me permets de répondre. Vas-y, je pourrais. Il est d'Amnesty International et les présidents, c'est peut-être plus que moi. Alors, à ma sortie de détention, quelques années plus tard, j'ai rencontré un ancien interrogateur pour la justice antiterroriste, enfin un ancien enquêteur, qui s'appelle Mark Fallon, un Américain. J'ai discuté avec lui, il m'a dit, écoute Mourad, il est bien probable que j'ai eu ton dossier entre les mains, parmi d'autres. Donc il était quand même bien placé. Et il me dit, le système, il était plus complexe que simplement des gens, des responsables qui savaient ce qui se passait. C'était très hiérarchisé. La torture a été légalisée à la plus haute échelle de l'État. D'accord ? C'est George Bush qui a fait un décret en disant, voilà, c'est légal, voilà pour quelle raison, il y avait des articles et tout ça. Donc c'était très complexe. Et donc c'était pas simplement... le contexte d'après 11 septembre faisait qu'il était admis dans une grande partie de l'opinion américaine d'une part, et puis chez les responsables de l'armée et des services antiterroristes, que les méthodes dites d'interrogatoire musclé, alors on va peut-être détailler après de quoi il s'agit de ces méthodes, mais qu'il fallait faire souffrir les détenus psychologiquement ou physiquement pour obtenir des informations qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Voilà, c'était leurs arguments. Mais ils étaient sincèrement convaincus que la fin justifiait les moyens, que la situation était trop grave et qu'il fallait en arriver là. Et c'est pas, je veux dire, c'est dans la nature humaine. Moi, j'ai pas envie de blâmer les Américains parce que dans des traumatismes d'après-attentat, c'est souvent la peur qui l'emporte. Et donc, le fait de prendre ce genre de décision peut arriver à tout le monde. Voilà, les Américains aujourd'hui, hier et puis aujourd'hui, on est frappé durement par le terrorisme. Et on a un sondage qui est sorti il y a 2 jours à peine. On a un plébiscite d'un Guantanamo à la française par une grande partie de l'opinion qui estime qu'il faudrait aussi en arriver là, peut-être pour se protéger, parce qu'on est frappé régulièrement. Et moi, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Mais oui, dans la bande dessinée, on a dessiné plusieurs séquences avec des interrogateurs et à un moment, il y en a un qui dit écoute Mohamed, je sais bien que tu es innocent, mais moi je fais mon boulot, alors dis-moi ce que tu faisais, je sais plus où, en gros en 94, à un âge où il avait 6 ans. Il était censé être terroriste à Londres. Et le type lui dit je sais que tu es innocent. Alors effectivement, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, les gardiens parlaient avec vous, ils disaient je sais que tu n'as rien fait, mais j'y peux rien, c'est les ordres. Mais est-ce que les interrogateurs, ils étaient persuadés tout le temps de la culpabilité de tous les détenus, ou ils faisaient aussi, comme disait celui-là, simplement leur boulot, il fallait poser des questions, donc ils les posaient. Alors là aussi, c'est plus complexe en fait. Alors bon, je vais peut-être un peu expliquer, parce que sinon ça ne va pas être clair. On est interrogé par la CIA, on est interrogé par le FBI, on est interrogé par les services de renseignement, le service militaire. L'armée américaine avait son service de renseignement, et les polices européennes. J'ai même été interrogé une fois par l'Angleterre, par exemple, le MI5. Bon. Et chacun avait des méthodes différentes. Mais, alors c'était la CIA qui torturait, pour faire court, mais tous les mois, on va dire, on avait de nouvelles équipes d'interrogateurs. Et c'était toujours des nouveaux interrogateurs, et ils posaient toujours les mêmes questions. Donc on s'est assez rapidement rendu compte qu'en fait, ce qu'on pouvait dire n'avait pas d'importance. Que les gens qu'on avait en face de nous ne cherchaient pas la vérité, ils avaient simplement envie d'interroger des gens.
et de perfectionner peut-être des méthodes qu'ils étaient en train de perfectionner avec nous. Une supposition, parce qu'aujourd'hui on sait que le général Miller qui commandait le camp de Guantanamo de 2002 à 2004, c'est lui qui a ensuite été à Abu Ghraib et qui est à l'origine du scandale qu'on a connu par la suite, dans cette fameuse prison irakienne. Et donc, ces interrogateurs, en fait, ce qu'on disait, ils n'en avaient rien à faire. Ils ne cherchaient pas la vérité. Donc on pouvait leur dire ce qu'on voulait, c'était la même chose. Et moi je l'avais compris au bout d'un moment. Et on a des papiers aussi diplomatiques qui ont été déclassifiés, qui sont sortis, mon avocat l'a en sa possession, où dès 2003 les Américains disaient on sait que ces gens-là, enfin, en tout cas les Français, les autres je ne sais pas, mais les Français en tout cas, nous il y a un papier qui dit oui, dès 2003 les Américains ont dit on sait qu'on n'a rien à reprocher aux Français. Voilà. Pourtant on est quand même resté jusqu'en 2004, juillet 2004. Et du coup, pour pousser un peu cette question-là encore plus loin dans l'explication par l'absurde, en fait, l'enjeu principal de l'ouverture du camp, c'est de prouver que les États-Unis ont su répondre au 11 septembre, et de façon la plus virulente possible. Première réponse, on va en Afghanistan, on tape tout ce qui bouge. Deuxième réponse, on a arrêté les méchants, et on les a mis hors d'état de nuire, à Guantanamo. Et donc, le fait de transférer des détenus aussi visiblement, c'était la preuve absolue qu'ils avaient fait ça. Et tout était bon en fait pour avoir des détenus à montrer, des images, parce que toutes les premières images qui nous ont tous frappés, c'était au tout début, ça. Après il n'y a plus du tout d'images pendant longtemps. Et c'était vraiment, il fallait montrer que la réponse elle était présente et elle avait été effective. Et comment ces détenus-là sont arrivés à Guantanamo? C'est-à-dire que personne, en tout cas aux États-Unis, n'avait de dossier sur ces gens-là, pour la plupart qui étaient plus ou moins soit au Pakistan, soit en Afghanistan. Et donc, en fait, les États-Unis sont arrivés, l'armée américaine est arrivée et a demandé, soit aux Afghans, soit aux Pakistanais, remettez-nous Al-Qaïda, quoi. Et puis, et aller jusqu'à épandre des tracts sur les zones dans une deux couches. Donc c'est une zone montagneuse, très reculée, alors où les gens vivent de ce qu'ils peuvent, n'ont pas beaucoup d'argent, et ils ont balancé des tas de tracts comme ça en pachtou, en disant devenez plus riches, aussi riches qu'au-delà de votre imagination, et remettez-nous des membres d'Al-Qaïda, et vous serez payés $5 000 pièce. Voilà. C'était le prix. C'est à ce prix-là que Mohamed a été vendu aux Américains, c'est à ce prix-là que Mourad a été vendu aux Américains par les Pakistanais. La plus grande majorité des détenus de Guantanamo à l'époque ont été vendus de la sorte aux Américains. Donc absolument pas sur la base d'un dossier étayé, fondé, d'enquête, etc. Ce qui fait que les interrogateurs à Guantanamo, ils n'avaient rien. Des fois, ils n'avaient même pas l'identité des personnes qu'ils avaient en face d'eux, donc ils n'avaient aucune vraiment base très poussée pour interroger de façon telle qu'on voit, une vraie enquête policière, quoi. Donc ils n'avaient pas grand-chose. Et donc ils bricolaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'on leur avait bien donné, ce que les Afghans avaient donné, ce que les Pakistanais avaient donné, ce que le détenu lui-même avait pu donner, des fois de façon complètement erronée, des pseudos ou pas, sur les premiers interrogatoires. Et puis après, il y a eu ce principe-là mis en place, comme l'a dit Mourad, d'une rotation en fait, des interrogateurs. Et à chaque fois, ça repartait à zéro. Et en fait, très rapidement, sous l'impulsion de ce général-là, le général Miller, en fait, Guantanamo est devenu très rapidement un centre de formation pour ce type d'interrogatoire. De former des interrogateurs qui ensuite étaient envoyés en Irak. Et ça donnait Abu Ghraib, ça donnait plein d'autres choses, ou envoyés en Afghanistan, enfin voilà, partout où l'armée américaine avait besoin de ce type de savoir-faire pour interroger des gens susceptibles d'être d'Al-Qaïda ou d'autres mouvances djihadistes. Et donc ensuite, les interrogatoires n'avaient pour seule fonction principale que de former des interrogateurs assez techniques. Et donc des techniques plus ou moins poussées qui n'ont rien à voir avec des investigations vraiment policières en fait. C'est comment on obtient rapidement des informations quelles qu'elles soient. En fait, on s'en fichait un peu d'avoir des informations fondées, étayées, mais on voulait juste qu'ils balancent des noms, qu'ils balancent des trucs, et puis voilà, ça fait que le dossier s'épaissit, et c'est très bien, ça montre qu'on est efficace. Et c'est comme ça que tout s'est emballé sur la base de ces préconisations aussi de George Bush, du ministre de la Défense Rumsfeld à l'époque, qui décrit, et ça s'est déclassifié depuis, mais qui décrit comment ça doit fonctionner, en fait, comment on interroge les gens, comment on utilise des tas de techniques pour les mettre dans des situations qui font qu'ils sont affaiblis psychologiquement, physiquement,
et donc susceptible de donner plus d'informations. Du coup, concernant ces méthodes d'interrogation, est-ce que vous pouviez nous en dire plus par rapport à la torture, par rapport aux tortures psychologiques? Alors déjà, le truc important, c'est que donc, voilà, il y a toute cette construction qui est à l'œuvre, et donc on n'utilise jamais le terme torture, bien entendu, parce que la torture c'est mal, et les États-Unis sont contre la torture. Donc on parle des techniques d'interrogatoire poussées. Et là-dedans rentre un champ des possibles qui est ouvert. C'est l'utilisation de ce qu'ils appellent des positions de stress. Donc mettre quelqu'un accroupi, attaché par les mains à un anneau au sol, et on laisse comme ça 5 heures, 6 heures, plus. On coupe la clim, ou au contraire on met la clim sur le plus froid possible et on le laisse 10 heures, debout, assis, peu importe. On met la musique à fond, on fait des techniques comme on appelle le waterboarding, c'est-à-dire qu'on met la personne, on lui met un linge mouillé ou pas, mais on déverse des seaux d'eau jusqu'à ce qu'il y ait l'impression de suffocation. Enfin, voilà, des tas de choses comme ça qui font qu'on utilise, et rapidement on explique aux interrogateurs, dans leur cadre de leur formation, qu'il faut utiliser les phobies, les peurs, et donc les premiers éléments d'interrogatoire que les gens font, que les interrogateurs cherchent, c'est savoir quels sont les ressorts psychologiques de la personne. Est-ce que cette personne est mal à l'aise quand il y a une femme dans la pièce? Si oui, alors ça va être tout le temps, on va monter en gamme avec la question du rapport avec le corps féminin, etc. Et ça peut aller très loin. Est-ce que la personne a peur des animaux, peur des chiens? Si oui, on met un chien dans la pièce, etc., etc., etc. Et voilà, et après tout le monde n'est pas égal, et donc chaque fois c'est utiliser les ressorts, et très rapidement il y a un peu une séparation qui se fait entre des gens comme Mourad, qui ont un certain type d'éducation, accès à des informations différentes, et puis des gens, des personnes du fin fond de l'Afghanistan qui ne sont jamais sortis de là, qui n'ont pas une ouverture avec le monde étranger, avec d'autres cultures, et donc du coup c'est à chaque fois jouer sur les interdits, sur les tabous, sur le manque de connaissances, sur les informations. Et ce qui fait que beaucoup de détenus, en tout cas plutôt de profils occidentaux, ils n'ont pas utilisé les mêmes choses sur eux que sur d'autres. Donc c'était vraiment se pousser à l'extrême en fait. Et l'idée à retenir, c'est que c'est systématique, c'est vraiment étudié, c'est posé, analysé. C'est pas un dérapage, c'est pas un truc occasionnel, c'est vraiment étudié, théorisé, et pour ensuite être appliqué dans d'autres lieux et toujours plus affiné en fait. Ça, j'imagine que c'était particulièrement dur à rendre en dessin. Non, parce que nous, comme je disais au début, on en a montré le moins possible. Enfin, moi, je me sentais pas de dessiner des séances de torture. J'aurais pas su mettre la barrière entre le voyeurisme, entre le sadisme, entre mon propre plaisir. Non, je peux pas dessiner ça. De toute façon, je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qu'on ressent, j'ai pas connu, donc ça me paraissait impossible à dessiner, et le scénariste ne me l'a pas demandé, ça tombe bien, donc on évoque ça dans le texte. C'est ce qui fait que d'ailleurs que la bande dessinée peut être lue par des ados, hein, parce que on montre les brûlures de cigarettes, on parle de torture à l'électricité, mais on ne montre pas, moi je sais pas comment j'avais pas envie de dessiner ça, donc c'est dit mais c'est pas montré. Voilà comment je m'en suis tiré, quoi. Et il se trouve qu'on était d'accord sur ce parti pris, donc c'est l'avantage, hein, on peut lire des choses par le texte et puis ça reste comme ça. Il y a une séquence où il y a eu des tentatives de suicide à Guantanamo. Les enquêtes indépendantes, je crois, ont montré que les prisonniers qui étaient morts étaient plutôt morts des suites des tortures que de tentatives de suicide. Mais notre personnage, à un moment, passe vraiment à l'acte, et ça j'ai dessiné, voilà, parce que j'ai vu comment le faire, mais sinon, non, la torture. Moi, je suis un petit bobo parisien, je sais pas comment,
mais les dents de sagesse, j'étais anesthésié. Enfin, je sais pas comment on fait pour dessiner ça, donc non, quoi. Je sais pas, c'est peut-être un refus de coltiner à la vérité, mais voilà, c'est comme ça. On est nombreux à préférer l'anesthésie pour les entrées. Merci pour votre témoignage, pour commencer, et pour votre travail. Il y a un rapport qui est sorti en 2014 sur les techniques de torture de la CIA. Il y a une BD qui a été faite à la suite. Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, si vous aviez éventuellement travaillé en collaboration avec. Et aujourd'hui, cette dénonciation-là, quelle forme elle prend, comment on justifie encore l'ouverture de Guantanamo, et quelles sont les mesures prises pour dénoncer ça, en plus du travail que vous avez fait et de votre témoignage aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas mal pour moi. Ça. Alors cette BD-là, je la connais pas, je sais pas. C'est sur le rapport sur la torture de la CIA. D'accord. C'est sorti récemment en 2017. Eh ben, je la connaissais pas, donc je vais regarder ça. Il y a plein de choses. Comment on ne ferme pas Guantanamo, comment ça continue, qu'est-ce qu'on peut faire. J'utilise souvent un peu une image, un peu une métaphore pour décrire Guantanamo en fait. C'est un peu la créature de Frankenstein. C'est une créature que quelqu'un a créée pour faire quelque chose et puis finalement elle échappe à tout contrôle. Et là aujourd'hui elle échappe à tout contrôle en fait. Parce que il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a pas été fermé par Obama. La première, c'est que je pense qu'il a fait cette promesse de campagne, il en a fait d'autres, il a fait aussi la promesse de dire le programme de la CIA, le programme de détention secrète. On pourra détailler aussi un peu, c'est un truc assez hallucinant, hein, de centre secret de détention, de sous-traitance de la torture. Mais c'est dit comme ça, hein, sous-traitance. De dire, nous les États-Unis, 2001, je disais, on lève tous les interdits. Donc les États-Unis, il faut le savoir, à partir du 11 septembre, à arrêter des gens, c'est donner les moyens par la CIA et tout autre organisme d'arrêter des gens partout dans le monde, surtout pour ne pas les ramener aux États-Unis et les juger, mais pour les interroger, les torturer, etc. Et après, il y a tout un programme de sous-traitance de tout ça, avec des centres secrets de détention un peu partout dans le monde, y compris en Europe, dans certains pays européens, pays baltes, Pologne notamment, mais ailleurs, y compris sur des bateaux pour échapper à toute idée de territorialité. Et puis à transférer des détenus vers des pays tiers pour qu'ils soient plus ou moins traités. Et il y avait une espèce de graduation, et c'était dit par des ex de la CIA qui expliquaient, dans ce système-là, si on veut qu'un détenu soit interrogé plus ou moins proprement, mais en tout cas qu'on puisse avoir des éléments d'information utiles, alors on les envoyait en Jordanie. C'était très bien fait. Si on voulait qu'il soit torturés de la façon la plus abominable qui soit, alors on les envoyait en Syrie. Alors petit retour en arrière, après le 11 septembre, George Bush a fait un grand discours en dénonçant l'axe du mal, et la Syrie était dans ces pays-là, de l'axe du mal. Néanmoins, en même temps, la CIA envoyait des avions en Jordanie, avec des prisonniers dedans, pour qu'ensuite ils soient convoyés jusqu'en Syrie, et torturés, interrogés par des Syriens. Pour le compte de la CIA au final. Et puis la troisième grande destination de prédilection, c'était si on voulait voir que la personne ne réapparaisse plus jamais. Alors ils étaient envoyés en Égypte. Pardon. Donc voilà, donc ça c'était tout ce contexte-là. Et une grande partie des détenus, parmi les dizaines que je disais qui sont passibles d'un procès, ils sont tous passés par des centres secrets de détention de la sorte. Ils ont tous été torturés pendant des années de rang. Et ils ont réapparu alors que la CIA et les États-Unis disaient qu'ils n'étaient pas du tout détenus par les Américains. Ils ont réapparu plusieurs années après. En fait, ils ont été transférés à Guantanamo, je crois en 2007, 2009, des centres secrets. Je sais plus. En tout cas, beaucoup plus tard, plusieurs années après, en fait, ils ont été transférés vers Guantanamo. Ils y sont toujours. Fermer Guantanamo, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ça veut dire qu'on doit les juger puisqu'ils sont censés être jugés. Mais en quoi la justice américaine peut juger des gens qui ont subi de tels traitements? C'est une impossibilité absolue.
en termes de tradition juridique américaine, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas les renvoyer sur le sol américain. Donc ça, c'était la première difficulté que ne connaissait pas Barack Obama forcément, ou en tout cas où ils n'avaient pas forcément la bonne compréhension quand ils ont pris l'administration. Et ils se sont affrontés à cette première impossibilité-là, c'est-à-dire au nom de la continuité de l'État, la question c'était, est-ce qu'on peut se permettre, nous, États-Unis, de ramener ces gens-là sur le sol américain et de voir tout l'édifice qui a été construit au nom des États-Unis par le président Bush s'effondrer. C'est-à-dire que tous ces gens-là, vice de procédure, en voulez-vous, etc., potentiellement pouvaient ressortir, quels que soient les faits qu'on pouvait leur reprocher. Pour le simple fait qu'ils avaient été arrêtés arbitrairement, qu'ils n'avaient pas eu accès à leurs droits, pas eu accès à un avocat, torturés, etc. Il y a des gens qui sont encore enfermés à Guantanamo maintenant ? 41 ans. Non mais je veux dire, est-ce qu'on envoie encore des gens à Guantanamo ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de transfert, mais justement, le décret passé par Trump en début d'année pourrait rendre la chose à nouveau possible. Mais jusqu'alors, en fait, c'était plus, sous la présidence Obama, c'était plus comment on fait sortir les gens de Guantanamo, on les renvoie vers des pays tiers. Et jusqu'à arriver à la situation où il faudra bien fermer le camp. Mais du coup, c'est plus possible. Et puis assez rapidement, sous l'administration Obama, en fait, la majorité du Congrès a changé. Et les républicains ont pris la majorité et du coup se sont systématiquement opposés à toute tentative, tout plan pour fermer Guantanamo et transférer les détenus sous le sol américain parce qu'ils ne voulaient pas en entendre parler. Je pense aussi qu'ils avaient bien en tête, deux choses en fait. C'était ça créait plus de problèmes à Obama, donc c'était tant mieux politiquement pour eux. Et puis deux, ils savaient très bien que c'était pas gérable en fait. Et donc voilà, tout ça fait que le camp est toujours là et que personne n'est trop en capacité de dire comment c'est possible de le fermer sans que les États-Unis perdent la face de façon assez absolue. Et d'autant que parmi les 10 qui doivent être jugés, en fait, il y en a certains où il y a des vraies questions, des vrais doutes sur les dossiers, sur la véracité des faits reprochés et la gravité des faits qui leur sont potentiellement reprochés, et pourtant ils risquent quasiment tous la peine de mort. Une autre question ? Madame ? Non, mais moi j'en ai une. Promis. Bonjour, merci pour votre intervention et puis pour votre contribution à tous les trois. J'avais juste une question par rapport à... Enfin, je sais tous les trois en fait. C'est par rapport à la culture purement américaine, dans le sens où les Américains ont une habitude, sont aussi habitués à ce genre de méthode arbitraire. Ils l'ont fait pour les Nippo-américains, ils l'ont fait pendant le McCarthyisme. Et pour la guerre contre le terrorisme, leur méthode est un peu différente. Ils ont suivi des attaques avant le 11 septembre, il y a eu l'USS Cole, il y a eu les tours de Kobar, ou même l'opération Bojinka. Et le fait qu'ils aient, entre guillemets, échoué à empêcher le 11 septembre, qu'ils avaient des informations du renseignement opérationnel qui venaient de sources étrangères, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur leur réaction et sur l'ouverture de Guantanamo, qui est un centre peut-être l'un des centres les plus violents à l'heure actuelle? Leur réaction paraît disproportionnée. La menace est réelle, certes, mais on a eu ce genre d'attaque massive en Europe et on n'a pas eu les mêmes réactions. On n'a pas eu les mêmes réactions qu'on n'a pas eu une ouverture d'une prison qui est devenue emblématique. Alors, évident de répondre. Je me tourne vers vous, je ne sais pas pourquoi. C'est moi. Alors, je vais être un peu cynique, même très cynique peut-être. Si beaucoup d'États, comme la France, ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes capacités à le faire. Je vais le dire comme ça, vraiment. C'est une vraie question, en tout cas, que moi je pose, en fait. Est-ce que c'est une vraie volonté politique de ne pas le faire, ou est-ce que c'était juste qu'on ne pouvait pas le faire? Voilà. Les Britanniques l'ont fait plus ou moins, avec Diego Garcia, avec des questions comme ça. Je ne suis pas si sûr que la question culturelle, pays d'Europe versus États-Unis, ça joue tant. C'était surtout l'opportunité. En fait, il se trouvait que les États-Unis avaient l'opportunité, avaient la capacité logistique de mettre en place ce type de programme, avaient la possibilité, je dirais, géographique d'avoir des bases qui jouissaient de ce statut extraterritorial qui leur permettait de ne pas appliquer de droit du tout à toutes les personnes détenues là-bas, qui est un élément fondamental. Voilà, donc le droit, là, pour le coup, c'est le principal ennemi de ceux qui perpétuent ce genre de violation des droits humains. Donc la possibilité de le faire en toute quiétude, c'est pas si évident que ça.
Donc ça, c'est un élément, je dirais, assez important. Et après, on voit, enfin, c'est pas un acquis non plus. On sait que potentiellement, dès qu'il y a des attentats, il y a un certain nombre de personnalités politiques, y compris en France, qui disent finalement, on devrait faire ça, on devrait retirer un certain nombre de droits à des suspects de terrorisme, d'allégeance, etc. Donc il y a des vrais questionnements qui sont récurrents et qui fait qu'on n'est pas à l'abri parce qu'on est français et que les Américains étaient dans un contexte psychologique assez particulier. Donc je dirais que oui, il y a une gravité des attaques. Peut-être qu'il y a aussi le fait d'être, ça paraît peut-être un peu enfantin, mais le fait d'être touché sur leur propre sol, d'être vexé à ce point, d'avoir loupé des choses, surtout qu'après, quand les premiers éléments sont venus en disant un certain nombre de services étaient au courant, que des choses se préparaient, etc. Donc ça les a plus pas mal questionnés. Mais je sais pas, il y a peut-être des ressorts aussi que je maîtrise forcément là-dessus. Les choses, elles sont jamais très simples, mais ce qui est intéressant aussi à Guantanamo, par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est que les oppositions ne sont pas forcément venues des éléments les plus évidents, en fait. Parmi les principaux détracteurs de Guantanamo, il y avait les militaires eux-mêmes, en fait. Ça de but en blanc, dit comme ça se dit « ah bon ?» Et les civils étaient plus en faveur de mettre en place tout ce qui s'est passé. Et tous ceux qui poussaient le plus pour mettre ce système en place, ce n'étaient pas les militaires. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer un peu, c'était le département de la justice, c'était pas mal plutôt de côté civil. Les militaires, eux, voyaient leur intérêt immédiat qui était de dire nos troupes sont au contact au sol, donc notre intérêt c'est d'honorer les conventions de Genève pour que si jamais nos troupes au contact au sol tombent aux mains de l'ennemi, leur intégrité soit préservée. Et Guantanamo pour eux c'était une inversion des valeurs absolues. C'était cet interdit-là qui faisait que leurs troupes pouvaient elles-mêmes être sujettes à de telles violations, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Très rapidement, quand il y a eu les premiers soldats américains qui ont été pris par l'ennemi, entre guillemets, sur le sol irakien, ont été exécutés en combinaison orange. C'était pas un hasard. Et ça, ils le savaient, les militaires. Et donc, il y en a beaucoup qui sont battus contre Guantanamo, y compris de l'encamp républicain. Le candidat qui a échoué contre Barack Obama, le sénateur McCain, qui est un ancien général, qui lui-même avait vécu la détention au Vietnam, savait très bien ce qui était en jeu. Et donc, était très farouchement contre Guantanamo et s'est toujours battu pour la fermeture de Guantanamo. Donc voilà, les frontières ne sont pas toujours aussi évidentes. Et il y a eu aussi une mise en place d'un système assez technocratique, en fait, en disant, voilà, on a une réponse rationnelle, qu'on estime être rationnelle, c'est facile, c'est comme ça tombe dans des cases, et puis on applique aveuglément, en fait. Moi, ma question, elle était sur le vécu et les relations entre les détenus à Guantanamo. C'est-à-dire, est-ce que les tensions, je sais pas, il y avait des communautés qui ont des pays différents, est-ce que vous pouvez raconter ça? Est-ce que ça raconte pas les tensions, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais plutôt de l'entraide. Ouais. Bon, on était tous dans la même galère, quoi. Faut dire les choses clairement. Il y avait des détenus qui venaient du monde entier. Donc il y avait des Saoudiens, des Yéménites, des pays du Maghreb, mais vraiment des gens du monde entier. Et tout le monde était là pour des raisons différentes. Et vraiment, il y avait de tout. Je me souviens d'un Afghan qui était là parce qu'il avait été dénoncé par ses voisins. Son père avait été décédé, il y a une histoire incroyable. Son père était décédé, lui a laissé une voiture en héritage, quoi. Et il a été dénoncé par ses voisins en disant qu'il était proche des talibans. Donc il a été arrêté, envoyé à Guantanamo, et ses voisins l'avaient dénoncé simplement pour s'en débarrasser et prendre sa voiture. Il avait 20 ans. Et je peux en dire plein des exemples comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'à Guantanamo, il y a une majorité d'innocents. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains, les autorités américaines. Je parle en présence de Dieu, mon copain, si je dis des mots. Et donc, tout ça pour dire que on souffrait, on était tous dans la même galère, donc il y avait beaucoup d'entraide entre les détenus, beaucoup de respect, parce qu'on souffrait tous de la même manière, donc c'était plutôt de l'entraide que des tensions. Alors il pouvait y en avoir un petit peu, des disputes, des choses comme ça, mais c'était au contraire, c'était beaucoup d'entraide
Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conditions de détention, pendant longtemps, ne nous ont pas permis de lire. Enfin, on avait, en gros, pendant longtemps, pour seule lecture, le Coran. Et donc, il y avait beaucoup d'ennuis. On n'avait pas grand-chose à faire. Et donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était discuter avec les autres, pour s'occuper. On n'avait que ça à faire. Et donc, forcément, ça créait beaucoup de liens. Moi, d'ailleurs, j'ai appris l'arabe à Guantanamo. Je ne parlais pas du tout l'arabe. J'ai appris l'arabe littéraire parce que c'était la langue qu'on avait décidé d'emprunter tous. Et donc, on discutait entre les détenus, comme ça, et donc, voilà, on sympathisait, et puis on s'est tous connus quasiment. Parce qu'à Guantanamo, on changeait de cellule pour des raisons de sécurité, enfin, ceux qui évoquaient ça, les gardiens, on changeait de cellule régulièrement. Quasiment, on pouvait rester 2-3 semaines dans une cellule, et puis on changeait de classe. Et comme on était toujours à chaque fois tous mélangés, ben on se croisait tous. Et du coup, sur les 800 détenus, enfin on était 700 je crois au plus haut niveau, on s'est tous quasiment croisés. On se connaissait tous, quoi. Voilà. Et puis, je ne sais pas, c'est une pure hypothèse de ma part, mais moi qui ai dessiné beaucoup de grillages dans cette BD, en fait, c'était des cellules individuelles. Dis-moi si je me trompe, pareil, c'était des cellules individuelles, donc il n'y avait pas vraiment de promiscuité. Enfin, je sais pas, j'imagine comme ça qu'il y avait les rivalités comme ça entre détenus pouvaient peut-être moins advenir parce que chacun était dans sa cellule et cherchait plutôt à lier contact avec l'autre plutôt que si vous aviez tous été entassés comme des bêtes dans un seul endroit ou discuter pour de l'espace ou de la nourriture, je sais pas, donc peut-être que comme ça les tensions avaient moins l'occasion d'advenir. Alors, vous étiez isolés, quoi. En effet, les conditions de détention faisaient qu'en fait on était tous isolés, on était séparés par des grilles, donc en fait c'était la plus grande période où on est resté, c'était le camp Delta. Le camp Delta, c'est des conteneurs qui sont aménagés, voilà, donc c'est des grilles et c'est des petites cages, quoi. C'est franchement pas très grand, et on est séparés par des grilles, donc on peut parler à peu près à 5 détenus, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'il y a des grilles qui font qu'on ne peut plus parler, on est obligé de crier quand c'était possible. Et donc déjà ça limite la communication, forcément. Et puis ce qu'il faut savoir aussi à Guantanamo, c'est qu'il y a l'isolement à l'intérieur de l'isolement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cellules d'isolement à Guantanamo. Alors au lieu que c'est des grilles, c'est de la tôle. Donc on est comme enfermé dans une chambre froide. Et là c'est encore pire, alors c'est impossible de parler avec personne. Moi j'y ai vécu pas longtemps, enfin 3 semaines quand même, c'est beaucoup, mais enfin faut pas être claustrophobe. Voilà, on ne peut pas parler pendant... Enfin, c'est le silence absolu pendant 3 semaines. Il y a de quoi de rendre dingue. Il y a des détenus qui sont devenus fous d'ailleurs à cause de ça. Donc tout ça pour dire que, oui, forcément, moins on peut se parler, moins on peut se disputer. C'est clair. Sur l'espace, pour vous représenter la surface au sol, hein, vous voyez les poteaux des cages de hand, bah, c'est à peu près la surface au sol, peut-être même plus petit. Voilà. Avec pas de sortie, pas de promenade, rien. Donc c'est ça le quotidien pendant plusieurs années, et pour certains encore la même chose. L'une des raisons aussi pour lesquelles je pense qu'il y avait peu de heurts entre les détenus eux-mêmes, c'est que tous avaient subi le même traumatisme initial. En fait. Tous avaient été arrachés de quelque part. Donc, on peut faire la liste, elle est très très longue. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines de nationalités. Certains ont été pris en Bosnie, certains en Malawi, Mauritanie, enfin vraiment de partout du monde. Il y avait jusqu'à des Chinois aussi, enfin voilà, des gens qui avaient des horizons très 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 divers, mais tous avaient été arrachés à un moment ou à un autre. Personne n'a été arrêté. Un jour, la police est venue les chercher. Vous êtes inculpé de ci, vous êtes en garde à vue, etc. On vous notifie une inculpation, etc. Ou, même si le choc est rude, il y a quand même un processus. Là, non, hop, du jour au lendemain, vous êtes extrait par une main invisible et balancé dans un camp. Et donc tout s'est arrivé avec le même choc. Et donc il y a un mécanisme d'identification par rapport à ce choc initial qui était assez fort, je pense. Après, il y a quand même eu des distinctions entre ceux qui arrivaient à parler l'anglais. Je pense que c'était un élément assez important, ceux qui arrivaient à parler l'anglais et qui comprenaient un peu plus ce qui se passait, et puis tous les autres. Qui, pour les premières années, le temps qu'ils arrivent à comprendre l'anglais, en fait, là c'était quand même beaucoup plus compliqué, mais c'était compliqué vis-à-vis des gardiens, pas vis-à-vis des détenus entre eux. Beaucoup de détenus qui sont devenus polyglottes. Qui, justement par ce phénomène de rotation, se sont mis à apprendre le russe, à apprendre plein de langues comme ça, c'est un peu extravagant comme façon d'apprendre des langues.
Mais ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai une question pour Morad. Est-ce que la religion était permise à Guantanamo, c'est-à-dire les prières et la période de jeûne? Je dirais qu'elle était, alors ça va vous étonner, mais je dirais même qu'elle était encouragée, d'une certaine manière. Alors certainement pas volontairement, mais... Alors je m'explique. On avait pour seule lecture le Coran pendant longtemps, puis... Enfin, on a eu des livres, et puis après ils ont été interdits, puis après ils sont revenus des années plus tard, mais on avait pour seule lecture le Coran. Il y avait l'appel à la prière 5 fois par jour par haut-parleur. Donc on ne pouvait pas être au courant que c'était l'heure de la prière. Pendant le ramadan, on ne donnait pas à manger, par exemple. Donc il était impossible à Guantanamo d'avoir la moindre distance avec la religion. Moi, j'ai jamais autant pratiqué qu'à Guantanamo de ma vie. C'est à Guantanamo que j'ai appris l'islam, en vérité. J'en savais pas beaucoup avant mon départ, et c'est dans cette prison que j'ai appris, parce que les conditions faisaient que c'était favorable. Et donc, d'ailleurs, si je suis... Voilà, c'est tout ça pour dire que la religion, non, elle était plutôt... Alors, ça s'explique peut-être du fait que les Américains sont eux-mêmes déjà très croyants. J'ai même pu discuter de religion avec des gardiens. C'était très intéressant. Eux, ils lisaient la Bible, on a pu discuter, on me racontait un petit peu leurs croyances, enfin, on parlait des prophètes, des choses comme ça, par exemple. Eux étaient très intéressés par l'islam, et inversement, voilà. Donc tout ça pour dire que non, on était plutôt religieux à Guantanamo. Il y a une légende qui dit qu'un gardien s'est converti, c'est pas une légende. C'est vrai. Une légende, ouais. Il est devenu salafiste en plus. Il a un grand livre comme ça n'a pas fait rire aux Américains. Hein? Je crois même qu'il a écrit un livre, ou en tout cas il y a eu cette assez documenté. Terry Holbrooks, il s'appelle Terry Holbrooks, il a fait plein d'interviews. J'ai connu le gardien qui l'a converti, si j'ose dire. Le détenu qui l'a fréquenté et qui lui a parlé d'islam. Donc c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Non, pas du tout. C'est une vraie histoire. Mais qui c'est qui faisait l'appel à la prière? Qui c'est qui faisait l'appel à la prière? C'était une cassette. C'était en cassette. Mais c'était à l'initiative des gardiens. Oui, bien sûr. Ouais. Alors c'était intéressant parce qu'il y avait l'hymne national américain 5 fois par jour. Et il se tournait vers le drapeau américain pour... Enfin, quand il y avait l'hymne, il s'arrêtait, il se mettait devant le drapeau américain, il ne bougeait plus. Ça ressemblait à une prière. Et c'était aussi 5 fois par jour. Mais voilà. Après, il ne faut pas me demander d'interpréter ce système, c'était comme ça. Il y a plein de trucs complètement par... Après, je rebondis juste là-dessus, je laisse la question. Plein de trucs complètement hallucinants, enfin de paradoxes systématiques en fait. C'est le côté, vous êtes là parce que vous êtes musulman, enfin, pour le schématiser, et puis finalement, on vous incite quand même vachement à pratiquer. Donc, enfin, c'est un peu étonnant, un peu déroutant, et il y a plein de choses comme ça. C'est, on vous torture tous les jours, et en même temps, vous avez accès aux soins. Alors même dans des conditions complètement extravagantes aussi. Peut-être que tu pourras raconter les extractions comme ça, mais enfin mais des bons soins quand même malgré tout. Mais bon, ça c'était pas suffisant. Il fallait quand même que ça soit un peu emmerdant, et donc voilà, on vous amène chez le médecin à 2h du mat alors que vous croyez que vous allez à un interrogatoire et vous faire torturer, puis finalement c'est chez le dentiste que vous allez. Enfin, mais voilà, c'est à chaque fois des ressorts comme ça. On vous alimente, enfin, on vous surnourrit, enfin. C'est des tas de choses comme ça qui sont très bizarres quand même dans le contexte, mais bon, on est oscillé en permanence des trucs comme ça. Avez-vous des nouvelles de Mohamed El Gourani, puisque être enfermé à 14 ans, peut sortir à presque 22 ans, vous parliez de sa résilience, mais il y a toute une construction de l'homme qui se fait normalement à cette période. Et qu'est-ce qu'il devient, où il est, est-ce qu'il a des projets, est-ce qu'on le laisse réaliser ses projets? On le laisse réaliser. En fait, nous, ce qu'on a raconté dans la bande dessinée, c'est qu'après avoir été libéré, il était interdit pour en faire un peu l'historique. Il avait grandi en Arabie Saoudite, il n'a pas pu y retourner parce que les Saoudiens ne voulaient pas de lui en vertu de, d'accords diplomatiques.
Donc, comme il était d'origine tchadienne, on l'a prié de venir au Tchad. Mais le Tchad était un pays beaucoup moins moderne que l'Arabie Saoudite où il avait grandi, donc ça ne lui a pas convenu, même s'il avait des vieux oncles et tantes là-bas qui lui ont dit avec générosité, viens, on t'accueille, on te donnera des chameaux, etc. Mais lui, c'était pas son truc. Donc, il s'est réfugié un temps au Ghana. Non, il a d'abord été au Soudan, à Khartoum, c'est ça, une ville moderne, où il a essayé de faire sa vie, mais il a vite été rattrapé par les services de surveillance, etc. Il a dû revenir au Tchad. Après, on arrête la bande dessinée ici. Après, il a passé 2 ans au Ghana. À cette époque-là, il était marié déjà, il a eu des enfants. Et il a pu commencer à reconstruire sa vie au Ghana. Et puis là, à nouveau, il a été dénoncé par des journaux d'opposition qui ont dit le Ghana cache des anciens terroristes de Guantanamo, etc. Donc il a dû repartir au Tchad. Et là, quand on a bouclé le livre, ça allait pas bien du tout. Il était quasiment à la rue au Tchad. Il dormait dans la cour d'une mosquée. Et depuis, donc c'est allé quand même assez vite, il a pu effectivement se retourner et maintenant il est au Nigeria et il recommence sa vie avec cette faculté extraordinaire qu'il a de toujours tout recommencer. Et il a monté un restaurant, donc aux dernières nouvelles, ça va mieux. Mais il restera toujours sans doute, sauf s'il arrive à trouver l'asile dans un pays démocratique, mais sinon il sera toujours un ancien détenu de Guantanamo, harcelé par les services secrets, soumis à des chantages par des gens qui se présentent à lui, qui lui veulent du bien, et puis qui lui font mettre le petit doigt dans un engrenage dont il peut plus se défaire. Donc ça reste compliqué pour lui, quoi. Il sera toujours marqué par cette expérience. Ouais. Mais si on le fichait la paix, je pense qu'il serait, ça irait très bien. Mais il est rattrapé par la machine toujours. Ouais. Ouais. Alors peut-être juste une précision. Donc Mohamed El Gorani est effectivement actuellement au Nigeria. Il a un restaurant. Et le scénariste de la bande dessinée, Jérôme Tubiana, a lancé une campagne de souscription pour aider Mohamed El Gorani, puisqu'il souhaite faire venir une partie de sa famille au Nigeria, il souhaite développer un petit peu son restaurant. Donc voilà, vous avez les détails de cette campagne de souscription sur notre Facebook. Vous aurez tous les détails, vous pourrez en savoir plus aussi sur ce que devient le héros de Guantanamo Kid. Voilà. J'avais quand même une question qui est un peu la même que celle de Mina, mais qui va concerner Mourad. Quand on est français et qu'on est libéré de Guantanamo, qu'est-ce qui se passe? Alors nous les Français, on a été les seuls à être passés par la case prison. C'est-à-dire que tous les Européens, lors de leur libération, n'ont pas été embêtés par leur pays d'origine. Voilà. Nous, on a été mis en examen pour association de malfaiteurs. On a été poursuivis, non pas pour la période passée à Guantanamo, mais pour le passage en Afghanistan. Voilà. La justice a dit, si vous êtes allé en Afghanistan, pour nous, on interprète ça comme une adhésion à un groupe djihadiste. Voilà. Même s'il n'y a pas de projet criminel à la clé, c'est pas grave, c'est pareil, etc. Alors c'est difficile pour nous de nous défendre. On avait beau expliquer qu'on avait pu se retrouver dans telle ou telle circonstance à cause que c'était compliqué, mais ça n'avait pas d'importance. Donc on a été poursuivis. On a été condamné à 1 an, donc une peine inférieure à ce qu'on a déjà fait en prison. Enfin moi j'ai été condamné à 1 an, puis après j'ai été relaxé par la justice française. Il va dire, non finalement, il n'y a pas de projet criminel. Alors ça avait créé un tollé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Yves, ouais, c'était pas possible. Ils sont blanchis, relaxés, machin. Puis en plus, moi, je me pavanais à la radio pour dire, ouais, je suis relaxé et tout. Je me la racontais un petit peu. Bon, j'étais content en même temps. Mais le parquet a fait appel. Donc on a été... la relaxe a été annulée. On s'est pourvu en cassation. Et puis aujourd'hui, on est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est même pas encore fini. Et tout ça pour dire que... Alors ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'on a déposé une plainte pour séquestration, détention arbitraire et acte de torture qui est instruite par la justice française. C'est-à-dire que la France a dit ok, on vous poursuit pour l'Afghanistan, mais vous ne nous parlez pas de Guantanamo.
Puis on a porté plainte, ils ont dit ok, non, on veut bien vous défendre sur Guantanamo, mais on ne parle pas de l'Afghanistan. Enfin, c'était un truc à rien comprendre, c'était les deux en même temps. Et quand on était au palais de justice, enfin, moi, quand j'étais à Fleury, il m'arrivait d'être convoqué au palais de justice pour être auditionné par le juge d'instruction. Et puis un jour, je me retrouve au palais de justice, et là, j'arrive dans une salle, et là, c'est pas les mêmes juges, c'est des autres. On m'enlève des menottes, on me ramène du thé, des petits gâteaux, on me dit, monsieur, détendez-vous, aujourd'hui, vous êtes partie civile. Donc vous allez nous raconter Guantanamo. Donc j'étais victime, quoi. Donc j'ai raconté Guantanamo, bon après ils m'ont remis les menottes, je suis reparti en cellule. Hein. Mais les deux en même temps. Donc c'est très étrange. Mais voilà comment ça s'est passé. Ça a été un processus judiciaire très très long, d'autant plus qu'au tout premier procès, en fait, il y a eu plusieurs incidents de procédure, d'audience, où en fait, sur le premier procès, là où on s'est rencontrés, en fait, Libération a publié des extraits de procès-verbaux d'auditions illégales d'officiers de renseignement français conduites à Guantanamo, qui n'avaient pas été versés dans le dossier d'accusation. En fait. Et du coup, ça avait créé tout un tollé, donc annulation du premier procès, report, etc. Enfin, c'était rocambolesque. Donc, il y a eu beaucoup de procédures, beaucoup de procès. Et en fait, la France n'a jamais admis qu'en définitive, ces poursuites et l'incarcération en France dès le retour des détenus français reposaient fondamentalement sur le fait qu'ils avaient été interrogés à Guantanamo par des officiers du renseignement français, en fait. Et ce qui est un problème majeur en termes de droit. Donc voilà, ça a été beaucoup de péripéties et avec des aléas et des courages de certains magistrats, puis pas beaucoup quand même, pour prendre les responsabilités pour prononcer les peines. Quoi. Une question qui attend depuis très longtemps. Oui, bonjour, c'est une question pour Pi. Je voulais savoir comment pouvaient s'impliquer les ONG, quels sont les moyens d'action des ONG face à la problématique de Guantanamo. Alors, nous, à Amnesty, Amnesty, je parle d'Amnesty parce que je suis d'Amnesty, mais on n'était pas tout seul quand même. On s'est beaucoup, ça a été graduel, quoi. Et déjà, le premier enjeu, c'était de déconstruire ce que beaucoup de gens s'imaginaient en lisant la presse en 2002 sur ce qu'était Guantanamo, ce qui s'y passait, etc., et qui s'y trouvait. Donc c'était pendant de longues années, en fait, un combat un peu solitaire, et a fortiori pour ceux qui le menaient sur le sol des États-Unis. C'était quand même très compliqué d'aller au-devant de l'opinion publique pour faire comprendre ce qui se passait et pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on défendait et qu'est-ce qu'on voulait dire. Notre ligne, elle est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on ne combat pas le terrorisme avec de l'injustice. Ça ne fait qu'en générer encore plus. C'est dommage qu'on puisse pas proposer qu'on projette des choses. Souvent, des photos, ça explique beaucoup de choses. Moi, il y a une photo qui m'a beaucoup marqué d'un photographe qui s'appelle Karim Ben Khalifa, qui a travaillé beaucoup sur l'Irak, de l'immédiat après l'arrivée des États-Unis, qui a notamment travaillé autour des questions d'Abu Ghraib. Et la photo, moi, qui m'avait extraordinairement marqué et qui est très emblématique de ce que je viens de dire, c'est on voit un jeune, un adolescent, qui tient une des photos qui était d'Abu Ghraib, qui a été publiée dans la presse. Sur cette photo-là, en fait, on voit un cadavre d'une personne enveloppée dans du cellophane et de la glace, avec une femme, une soldat de la mer américaine, qui fait comme ça par-dessus le cadavre. Et le jeune, en fait, la photo, c'est son père. Et voilà, et je trouve que moi, cette photo, ça a été un peu un révélateur pour moi, et c'est pour ça que j'en parle assez souvent, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans la tête de ce garçon après, quoi. Quand les États-Unis, symbole de la liberté, tout ce qu'on s'imagine en termes de valeurs, etc., invoqués, qu'on voit un peu partout, fait ça. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe? Voilà. Et ça donne forcément, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce garçon, mais après, c'est pas étonnant de voir d'où est venu ensuite Daesh. Ça s'est basé sur des tas d'histoires comme ça. C'est pas la seule raison, je suis d'accord, mais voilà, et donc nous, notre ligne, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça génère ça, et toujours plus. Et donc, l'idée, c'est de rester fort sur les valeurs du droit, etc. Alors ça semble compliqué à tenir, puis petit à petit, ça gagne de plus en plus, et les gens se rangent à cette idée-là, mais donc voilà, notre travail, c'est essayer de se mobiliser
et de faire comprendre ça, de passer ces messages-là, et puis après d'appuyer, de faire des campagnes de mobilisation pour que les choses bougent. On avait beaucoup travaillé en direction d'un certain nombre d'États, parce que le cynisme aussi des États-Unis, c'est de dire ok, on reconnaît qu'un certain nombre de détenus qui sont à Guantanamo, en fait on n'a rien contre eux, on veut les libérer, on aimerait bien, mais on ne sait pas où les renvoyer. Puis personne ne veut d'eux. Donc à vous, communauté internationale, à vous, autres États, de prendre votre part. Enfin, ils ont créé un truc hallucinant, et puis après ils en sont remis aux États tiers, à leurs alliés, etc. De dire en fait si on n'arrive pas à transférer un tel, s'il est toujours détenu, c'est parce que tous nos pays amis, ils ne veulent pas en prendre. Donc on avait travaillé avec le gouvernement français pour que certains nombre d'entre eux, certains puissent revenir en France, même s'ils n'étaient pas citoyens français. C'était extrêmement compliqué à faire passer comme message. Et puis après, les États-Unis aussi ont choisi d'autres pays sur lesquels il y avait plus de moyens de pression, en conditionnant des aides, etc., avec le fait d'accueillir des détenus. C'est ainsi que les Chinois se sont retrouvés en Albanie. Voilà, grand écart culturel absolu, ou dans les îles Vanuatu. Super. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, quoi. Donc des tas d'histoires comme ça complètement hallucinantes où on fait poser la responsabilité à d'autres pays. Donc on a eu tout un travail aussi pour améliorer les choses, pour faire en sorte que les détenus puissent rentrer dans des bonnes conditions et soient un peu suivis. On a beaucoup travaillé, on continue à travailler beaucoup aussi avec certains avocats de personnes qui sont encore détenues là-bas. Une des grandes particularités, c'est pour ceux qui ont des avocats en fait et qui sont passibles d'un procès, ils ne peuvent pas être représentés par un avocat civil en fait dans leur procès. Enfin, c'est même pas vraiment des procès parce que c'est des cours de justice, des commissions militaires qui sont ad hoc, donc qui répondent en rien aux critères, aux normes de droit basiques. Donc l'avocat, il n'a pas accès à tout le dossier, des tas d'éléments de preuve par oui-dire peuvent être utilisés, l'accusation a le droit de retirer des pans entiers du dossier, voilà, ou n'est pas obligé de se justifier sur des accusations, etc. Et donc l'un des éléments aussi, c'est qu'ils peuvent avoir des avocats civils, mais qui ne peuvent pas participer à ces audiences-là. Et donc les avocats qui siègent là sont des avocats désignés par le ministère de la Défense, qui par ailleurs font un travail juste extraordinaire, mais ils n'ont juste pas les moyens parce qu'ils n'ont pas accès au dossier, même s'ils font partie du ministère de la Défense. Donc là, il y a tout un travail aussi d'accompagnement qu'on fait par rapport à ça, d'essayer de pression, pour dénoncer ces institutions-là, pour dire que ça ne résout pas le problème. Pour dire à quel point c'en est dans ces commissions-là, il y a un certain nombre de détenus qui sont en attente possible d'un procès. Donc là, ils en sont au stade d'audience préliminaire. Et les cours, en fait, elles sont faites de telle façon que les avocats, donc les avocats militaires, appointés par la défense, par le ministère de la Défense pour la défense des détenus de Guantanamo, ne sont pas dans la même salle. C'est-à-dire que dans la salle, il y a les juges, il y a l'accusation, il y a le détenu, et eux sont dans une galerie vitrée, qui est hermétique. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas ce qui se passe dans la salle. Et ils sont en différé. C'est-à-dire que le son leur parvient avec je crois qu'un délai de 30 secondes à 1 minute, ce qui permet à tout moment aux militaires qui sont dans la salle de couper le son. Si jamais le détenu dit des trucs que la défense ne doit pas entendre. Enfin, ce qui est hallucinant parce que c'est censé être leur client. Et donc si le détenu dit des choses, on dit c'est un tel qui m'a torturé, etc. Et ben il le coupe et les avocats de la défense ne peuvent pas l'entendre, ne peuvent pas l'utiliser ensuite pour défendre les intérêts de leurs clients. Voilà, c'est ce type de système-là. Donc notre travail il a beaucoup évolué. Les conditions de détention elles ont évolué aussi, les tortures elles ont plus court telles que c'était au début. Donc là il y a eu tout un travail où petit à petit on a eu des évolutions, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire par rapport à ça, et actuellement c'est ce qu'on continue à essayer d'obtenir en fait. Bonjour. Moi je voulais revenir sur le parcours de reconstruction en fait, des anciens détenus. Mourad, du coup, toi aussi tu étais assez jeune quand tu as été détenu, et en plus après tu as aussi fait de la prison en France, et j'étais intéressée pour savoir comment tu as réussi à te reconstruire, comment on refait sa vie après, et puis est-ce que toi aussi tu subis des pressions qui t'empêchent d'avancer, et aussi on remarquait que tu t'exprimes avec beaucoup de recul et t'exprimes pas de rancœur,
Et comment on arrive après avoir subi tout ça, à pouvoir, peut-être pas pardonner, mais s'exprimer comme ça sans rencœur et avoir du recul et pouvoir dire je ne blâme pas les Américains. Voilà. J'ai toujours essayé d'avoir du recul. C'est pas facile, hein, c'est pas le chemin le plus facile. Quand j'étais à Guantanamo, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pu discuter avec des gardiens, etc. Donc eux faisaient l'effort de comprendre, ça me donnait aussi envie de faire l'effort de les comprendre. D'abord, moi j'ai toujours voulu assumer mes propres responsabilités. D'accord ? Partir en Afghanistan, c'est la pire erreur que j'ai faite de ma vie. Et donc c'est moi qui ai déconné au départ. Et donc c'est bien de dire, au lieu que je dise c'est la faute de la France, des Américains, des Français, c'est bien de regarder d'abord ses propres responsabilités. Donc moi j'ai décidé d'abord de commencer par ça. Puis ma mère, je l'empêchais de dormir le soir. C'est moi qui l'empêchais de dormir, c'est pas les Américains ou les Français. Et puis, alors je ne l'ai pas raconté, mais elle a été elle-même détenue. J'ai été détenu avec ma mère pendant 2 ans. Bon, je ne pourrais peut-être pas expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, mais c'était un calvaire. Bon. Donc quand on vit des choses d'une telle violence, on est obligé de se regarder dans la glace et de dire « Et toi, dans l'histoire ?» Ensuite, quand je suis sorti de prison, j'étais malade. J'étais très malade, j'étais victime de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Je faisais des cauchemars, des flashbacks. Flashbacks, c'est pas que des souvenirs. On se rappelle d'une scène qu'on a vécue avec l'émotion qu'on avait au moment où on l'a vécue. C'est trop bizarre comme truc. Les cauchemars, j'étais agressif, enfin bref. Et grâce à Yves, que j'avais rencontré à l'époque, il m'avait présenté, par l'intermédiaire d'Amnesty, un docteur qui s'appelait Pierre Duterre, je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est un psychothérapeute qui était spécialisé sur les victimes de torture. Et il avait beaucoup travaillé sur les enfants soldats. Donc il est venu me voir et il m'a aidé. Alors au début, il m'a dit, moi j'ai un parcours de soins à Lyon, parce que lui il était de Paris, je vais leur demander. Puis il est venu me voir déçu, il m'a dit, Mourad, je suis désolé. Ils m'ont dit, ils veulent pas, ils m'ont dit, on fait pas les djihadistes. Et donc il m'a dit, j'ai une solution, si tu veux, tu viens me chercher quand j'arrive à la gare, parce qu'il venait souvent. Et puis sur le chemin de la route, dans la voiture, on discute. Et donc on se garait dans un coin et on faisait la séance comme ça dans la voiture, pour la petite histoire. Mais ça fonctionnait, hein, ça me fait du bien. Alors quand je suis sorti de prison, évidemment, il y a le regard des gens, il y avait le contrôle judiciaire, et puis il y a ma famille qui avait été, une partie expulsée. Et donc j'ai appris un métier. Bon, dans le bâtiment, moi j'étais plutôt dans le social avant, j'étais animateur, agent de médiation. Et puis ensuite, donc j'ai réussi à obtenir la formation, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu, puis j'ai eu le diplôme dans le bâtiment, donc j'étais carreleur. Puis après j'étais dans une entreprise, le patron m'a reconnu, je me suis fait virer. Bon, au bout de 2 ans, il a mis 2 ans pour me reconnaître. Et puis après j'étais artisan, et puis ensuite j'ai fait une formation pour être formateur dans l'insertion, parce que ça me manquait, et j'ai eu le diplôme. Et puis après j'ai créé avec un centre de formation, notamment avec Nicolas Hénin, qui est un journaliste, un reporter de guerre, qui a une histoire aussi extraordinaire, puisqu'il a été lui-même otage de l'État islamique pendant plusieurs mois. Et on a créé Action Résilience, donc on fait aussi des actions de prévention, notamment dans les écoles et dans les prisons. Donc c'est aussi ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça pour dire que la reconstruction a été possible. Alors ça demande du temps, ça demande des efforts supplémentaires, ça demande à ce qu'il y ait des personnes qui puissent nous tendre la main, même si elles n'étaient pas nombreuses, mais il y en avait. Et c'est grâce à elle d'ailleurs. Et donc c'est possible. Voilà. Mais, comme quoi le temps il arrange toujours les choses. Voilà. J'avais une question. Est-ce que vous avez des nouvelles de Nizar Sassi et de Nabil Adjarab qui étaient co-détenus avec vous? Alors Nabil Adjarab, c'est un Algérien qui a grandi en France, mais qui n'est pas né en France. Enfin, il est arrivé juste après. Il est de Gerland. Alors malheureusement, il voulait venir en France, lui, quand il était à Guantanamo. La France n'a jamais voulu, donc il est en Algérie. Il va bien. Dernière nouvelle, il a, je crois, un job maintenant. Il est à Alger. Nizar aussi, il va bien. Nizar, on ne s'est plus vu. Nizar, c'est mon camarade d'infortune. C'est avec lui qu'on est parti en galère. On a eu le même parcours, moi et Nizar. Et à sa sortie de prison, Nizar ne voulait plus me parler. Pas parce qu'il était fâché, mais parce que me voir, c'était. En fait, lui, il avait tellement mal vécu que simplement me voir et en parler, ça lui rappelait Guantanamo, donc on s'est plus vu pendant des années. Et puis après, il est venu me voir un jour, il m'a dit Mourad, je suis désolé, je m'excuse, mais voilà, c'était trop difficile.
Et c'est pour ça, mais aujourd'hui ça va, etc. Et puis je suis un peu ce que tu fais, et puis j'aimerais bien qu'on témoigne ensemble. Donc il arrive des fois, on s'est retrouvés, quoi. Et puis aujourd'hui, il nous arrive de témoigner ensemble. Voilà. Mais il va bien, il est marié, il a des enfants, il va bien. J'aimerais savoir s'il y a des sujets américains qui ont été aussi détenus à Guantanamo. Mais aussi, est-ce qu'il y a des dossiers en réparation des préjudices qui ont été introduits et qui ont abouti? Merci. Non, il n'y a pas eu de citoyens américains. Voilà. Je ne peux pas faire plus long. Il y a eu plein de nationalités, il y a des Australiens, des Canadiens, des Français, comme j'ai dit, vraiment beaucoup de nationalités, mais aucun Américain. Alors nous, la plainte que j'ai expliquée tout à l'heure pour séquestration par la justice française semble aboutir vers un non-lieu. Voilà, la juge est en train d'abandonner. Donc il y a peu de probabilité qu'on ait un jour quelconque compensation, je ne sais quoi. Donc non, pour les Français, il n'y a pas d'indemnisation. Il y a eu d'autres demandes de citoyens allemands, de différentes personnes. Beaucoup des Européens qui ont essayé d'enclencher des démarches judiciaires aux États-Unis pour demander réparation, etc. Et ça n'a jamais rien donné, ça a été vite classé aux États-Unis. C'est principalement des citoyens de ces pays-là qui l'ont fait parce qu'ils avaient accès aux ressources juridiques, avocats, etc. pour le faire. De façon assez évidente, des Yéménites qui ont été renvoyés au Yémen, ou des Saoudiens, ou des Afghans n'avaient pas accès à ces ressources-là. On ne les a pas laissés avoir accès à ces ressources-là. Ce qui peut expliquer, et en tout cas, toute tentative n'a jamais été couronnée de succès, en tout cas. Bonsoir. Je voulais savoir si votre entourage était au courant que vous étiez à Guantanamo. Et je voulais aussi savoir, pendant ces 2 ans et demi, si l'État français avait fait quelque chose, avait tenté de vous extrader ou pas du tout. Merci. Ma mère, elle a pris à la télé que j'étais à Guantanamo. Vous imaginez le choc. Non, mes parents, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Alors, on a eu des visites de... Ça fait rire parce qu'en fait, c'est des policiers qui sont fait passer par des diplomates. Donc, on a eu des policiers de la DST, de la DGSE, qui sont venus nous voir en disant nous, on est des diplomates, on est venus nous assurer de votre identité, de voir comment vous allez bien. Puis après, ils ont sorti le gros album de photos, et puis ils ont dit maintenant, tu vas nous raconter ton parcours, et puis on a fait un interrogatoire de plusieurs heures. Ils sont venus plusieurs fois. Et on a su plus tard que c'était en effet des agents c'était la police, que c'était pas des diplomates. Alors bien sûr qu'il y a eu des démarches, il s'est passé plein de trucs, il y a des avocats. D'une part, on avait des avocats, alors qu'on était encore... ma famille avait pris des avocats, et puis le gouvernement français négociait avec les Américains. Bon, bien sûr que 2 ans et demi à Guantanamo, vu de France, ça paraît... on se dit, mais ça, c'est un truc de fou et tout. Mais, du point de vue d'autres détenus de Guantanamo, nous, on fait partie de ceux qui s'en sont bien tirés, en réalité. Mais pourquoi on est resté que 2 ans et demi? Parce qu'on est français. Et donc on est rentré plus tôt que les autres, en fait. Et c'est pour ça que... Donc, évidemment qu'il y avait ces relations... En tout cas, la France, j'ai pas le sentiment que la France nous ait laissé tomber, en fait. On est quand même resté 2 ans et demi, mais je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux, de toute façon. Voilà. Je pense aussi là-dessus. Après, par rapport au contact avec la famille, en fait, pendant des années, les détenus ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur. C'est seulement très récemment que c'est possible. Et pareil, assujetti à plein de conditions, avec, ils ont possibilité d'enregistrer des messages vidéo qui sont visionnés, censurés éventuellement, etc., pour ensuite être transmis. Donc, c'est pas possible de faire du Skype, hein, par exemple, pour des détenus. Mais en tout cas, rien de direct. Aucune visite. Seulement possibilité d'avoir des visites d'avocats civils qui par ailleurs ne siègent pas aux audiences comme j'ai dit, mais voilà, c'est très restrictif, mais ça c'est possible, et qui peuvent transmettre quelques messages, etc. Mais ça a été très tardif dans la détention. Avec les États-Unis ne voulaient pas que la Croix-Rouge rentre dans le camp, ne voulaient pas que la Croix-Rouge, une fois qu'ils ont pu rentrer, puisse échanger directement avec les détenus, faire se passer des messages, etc. Donc certaines familles ont appris très tardivement que les membres de leur famille étaient là-bas, quoi. Certains pensaient qu'ils étaient morts, avaient disparu, enfin, on n'avait aucune idée de savoir
Et a fortiori, des familles de pays comme l'Afghanistan, etc., c'est compliqué quoi, de pouvoir s'imaginer déjà que leur proche est là-bas, et puis comment faire entrer en contact avec qui pour en savoir plus. Et la question, en fait, après, suivant les pays, de façon assez évidente, des pays comme l'Afghanistan ne sont pas trop bagarrés pour récupérer les détenus qui formaient vraiment le plus gros, et puis les Yéménites pareil. Donc il y a toute une liste comme ça de pays qui ne sont pas trop battus pour... très peu de pays sont quand même, ont été en demande de voir leurs ressortissants revenir chez eux, quoi. L'une des palmes, ça revient pas mal au Canada, qui avait un détenu là-bas qui s'appelait Omar Khader, qui avait 13 ans au moment des faits, qui était considéré de tous, sauf les États-Unis et le Canada, comme un enfant soldat, qui avait été emmené là-bas en Afghanistan par son père, qui était vraiment un combattant, etc. Et on lui avait mis une arme dans la main, et il s'est retrouvé embringué là-dedans. Et le Canada a tout fait pour éviter qu'il revienne au Canada un jour, mais maintenant c'est le cas, jusqu'au moment où il ne pouvait plus trop s'y épouser. Il y a eu tout un travail de campagne justement en sensibilisation de tous ces cas-là, mais ça n'a pas toujours été possible en fait, suivant les profils des personnes. Et puis un certain nombre de détenus, c'était compliqué, c'était impossible de les faire revenir. Les Chinois dont j'évoquais tout à l'heure, c'était impossible de les renvoyer en Chine. Voilà, donc... Et après, il y a eu toutes ces problématiques, comme l'a dit Mourad, en fait, il n'y avait pas vraiment de visite consulaire, et les détenus qui recevaient des visites de gens de leur propre pays, on n'a jamais vraiment su. Des fois, il y avait des organisations, des systèmes qui étaient mis en place où les Américains prenaient des Québécois parlant français pour interroger des gens en français, en leur faisant croire qu'ils étaient français, mais en masquant, mais en fait c'était des Américains et qui parlaient très bien français ou qui étaient d'origine québécoise. Du coup, des tas de jeux comme ça de duplicité et qui ont brouillé toutes les cartes en fait. Et qu'au moment où les détenus, après beaucoup de recours judiciaires, ont pu avoir accès à des avocats civils, en fait, la première réaction de la plupart d'entre eux, la première fois qu'ils ont eu l'avocat face à eux, c'était de ne pas croire que c'était leur avocat et que c'était un vrai avocat en fait, qui venait vraiment pour eux. Il y avait tellement une mise en place de jeux comme ça, de ne pas savoir qui était en face, si c'était un interrogateur, si c'était quelqu'un d'un autre pays. Donc ça a vraiment brouillé beaucoup de cartes et rendu les choses encore plus complexes et a contribué à vraiment à créer un environnement d'instabilité pour les détenus très très fort. Bonjour, ma question est pour Mourad. On vous a posé la question sur comment vous avez fait pour vous en sortir après Guantanamo. Moi j'aimerais savoir ce qui se passait, si vous pourriez nous décrire ce qui se passait dans votre tête mentalement, vraiment à chacun des événements qui s'est passé, du moment où vous avez été arrêté, du moment où vous étiez incarcéré à Guantanamo. Comment se passaient vos périodes d'armes, comment vous viviez ces émotions de bas suprême qui pouvaient peut-être aller jusqu'à vous poser la question si vous alliez mettre fin l'autre jour. Comment se passait, est-ce que vous avez vécu des moments qui étaient vraiment heureux, mais si on peut dire heureux à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous raccrochait? Est-ce que vous avez toujours vécu en l'espoir dans ce moment-là? J'aimerais vraiment savoir ce qui se passait dans votre tête au moment de votre incarcération à Guantanamo, et aussi quand vous êtes rentré en France, au moment où vous avez peut-être dit que vous arriviez au bout du tunnel et que finalement vous replongez, vous partez à Fleury, quoi. Alors il y a plusieurs étapes. Moi j'ai toujours galéré au début de mon voyage. J'arrive à Guantanamo, je me retrouve dans un camp d'entraînement, il y a la guerre qui commence avec les Américains, j'essaie de me sauver et puis je me fais capturer par des villageois et qui me tabassent. Donc c'est la peur à chaque fois. Mais jusque-là, je suis miraculé. Parce que ces bombardements, j'aurais pu mourir à ce moment-là. Enfin, je décris ça dans mon livre. Mais quand je suis capturé par ces villageois, je suis content. Au moment où je sors du camp, évidemment, je suis très en colère et j'ai peur, pour plein de raisons évidentes. Je veux rentrer chez moi. Et au moment où je sors, précisément, au moment où je sors, ce sont les attentats du 11 septembre. Donc c'est vraiment le manque de bol absolu. Le piège se referme parce que les Américains interviennent très vite. Donc je me retrouve au milieu d'une guerre dans laquelle j'ai juste envie de fuir.
Et c'est ce que je vais réussir à faire par miracle au bout de plusieurs mois, et je me retrouve donc au Pakistan et je suis livré aux Américains. Si je raconte tout ça, c'est juste pour dire que s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre, je pense sincèrement que je serais rentré chez moi et qu'on n'aurait jamais entendu parler de Mourad Benjelali. Voilà. Mon frère, il me parle d'Afghanistan. Pourquoi? Parce que lui-même y avait été avant moi. Et il n'a pas du tout été embêté par les autorités. Enfin, il ne me donnait pas le sentiment d'avoir galéré. Et donc je pense que s'il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre, voilà, je serais juste rentré chez moi. Alors j'aurais rien dit sur le entraînement, j'aurais gardé ça secret, mais j'aurais pas eu de soucis. C'est ce que je pense. Évidemment, c'est difficile à savoir, mais j'en suis sûr. Donc la France, il y a une loi qui s'appelle l'association de malfaiteurs, qui est assez large. L'association de malfaiteurs, il suffit, comme le nom l'indique, d'avoir croisé des malfaiteurs. Donc j'en ai croisé plein. Ça, voilà. Et donc c'était facile pour la justice. Et alors avec le recul, c'est l'opinion de mon avocat, on pense qu'en réalité... alors d'abord, il y a cette loi qui est une exception, qui a été pendant longtemps une exception française. Il y avait des juges antiterroristes qui étaient connus pour judiciariser à fond les dossiers. Et puis on pense aussi que c'était un espèce d'arrangement avec les Américains finalement. On vous libère vos ressortissants, en échange vous les mettez en tôle, comme ça chacun garde la face. Voilà. Enfin bon, c'est difficile à savoir, mais en tout cas c'est l'opinion qu'on a aujourd'hui si on analyse froidement les choses avec le recul. Et il faut acheter la BD. Et bien justement, je vais poser une question à Alexandre. Pour le coup, je vais faire une petite parenthèse. Peut-être être un petit peu plus léger du coup là. Jérôme Tubiana, il a rencontré Mohamed El Gorani il y a un moment, puisque le bouquin il sort en 2018, mais les premiers écrits qu'on trouve de Tubiana sur Mohamed El Gorani datent de 2011. Du coup, les premiers écrits, c'est un long article dans 21 que vous pouvez retrouver à la bibliothèque de l'Institut Bioforce, donc il ne faut pas hésiter à le lire. Et un autre long article dans la London Review of Books. Je voulais savoir si, vous aviez lu ces articles avant de voir Jérôme Tubiana, si c'est Tubiana qui vous a contacté, comment ça s'est passé. Et deux, si depuis vous les avez lus avant de vous lancer dans le récit, les illustrations qui sont dans la revue 21 sont très très différentes, c'est un illustrateur, elles sont très différentes de votre travail. Et du coup, si vous avez vu ces images-là, est-ce qu'elles vous ont nourri avant le travail? Est-ce que vous avez voulu vous en détacher complètement? Ou est-ce que vous n'avez pas tenu compte et vous avez bossé dans votre travail? Alors, première question, non, je n'avais pas lu les articles de la revue 21 avant qu'on me propose le projet. Pourtant, oui, ça datait de 2011, je crois. L'article dans la London Review of Books, je crois que c'est un peu le même article, peut-être rallongé, mais plus long, je ne sais pas très bien. C'est ça, c'est un petit peu plus long et ça date de 2 ans après. D'accord. Donc, j'avais pas lu, et quand on m'a proposé le projet, oui, c'est la première chose que j'ai lue, parce que le scénario n'était pas totalement bouclé, mais par contre, il y avait l'article, et donc j'ai lu ça pour me faire l'idée de l'histoire. Et les illustrations, oui, elles sont très jolies. Elles avaient beaucoup influencé d'ailleurs Jérôme Tubiana, le scénariste, qui trouvait que, par exemple, pour la couverture de notre livre, j'avais fait un dessin d'abord. C'était pas la couverture actuelle. J'avais fait une couverture plus simple. Et il aimait tellement les illustrations de son article de la revue 21, où il y avait plus de décors, d'éléments, un oiseau dans le ciel, etc., qui voulait qu'on en rajoute, nous, sur la couve de notre bouquin. Donc on s'est un peu crêpé le chignon parce que moi j'ai plutôt un côté minimaliste pour les couves, et lui il voulait en rajouter un petit peu, alors on a trouvé autre chose. Mais donc oui, j'avais lu ça. Après, je m'en suis pas du tout influencé, parce que j'avais pas du tout le même genre de dessin, puis moi je peux pas dessiner de 10 façons différentes, hein. Je dessine comme... oui, je pense que le dessin c'est vraiment le reflet de la façon de ce qu'on est, donc je dessine comme ça, puis c'est tout, hein. Chez Dargaud, l'éditeur, ils m'ont proposé ça parce qu'ils voyaient à peu près ce que ça allait donner, quoi. Donc... non, ils savaient... Moi j'ai appris à dessiner en Tintin, et ce qui est drôle c'est que Tubiana, le scénariste, il n'aime pas Tintin, parce que c'est pas...
parce que c'est un peu raciste, c'est un peu de droite, c'est facho, tout ça. Donc il ne met pas Tintin, il préfère Corto Maltese, l'aventure, etc. Et moi je me fais du Tintin, hein, pas de bol. Et heureusement, ça marche quand même beaucoup mieux avec un dessin très ligne claire, très Tintin, qu'avec la ligne de Pratt, pour le coup. Ouais, je sais pas, ça aurait été très bien marché aussi. C'est comme ça. Fin de la petite parenthèse. Oui, moi j'avais une question. Est-ce qu'il y a des femmes détenues à Guantanamo ou est-ce qu'il y a... Non, sinon il y a un Guantanamo pour femmes. Non, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas. Et pour Par contre, des gardiennes femmes, oui, il y en a eu. Il y en a peut-être encore. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut expliquer le fait de cette absence de femmes? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes combattantes ou qu'il n'y a pas de femmes djihadistes. Je suis pas certain qu'à l'époque, en Afghanistan, il y avait tant de femmes combattantes que ça. Après, j'y étais pas, donc je peux pas vraiment dire avec certitude. Je suis pas certain que c'est un camp entre guillemets où il y a tant de femmes combattantes que ça. Donc du coup, c'est pas. Et puis je pense qu'il y a une projection aussi culturelle ou mentale des États-Unis de dire les femmes sont pas des combattantes, donc on va pas chercher des femmes. Peut-être qu'il y a de ça. Par contre, la CIA, c'est arrivé quand ils allaient chercher quelqu'un dans un pays tiers, qu'ils arrêtent toute la famille pour torturer tout le monde en même temps et justement utiliser le fait de torturer la femme devant son mari comme levier de pression. Mais à Guantanamo, non, c'est pas arrivé. Quand il y a eu juste pour ajouter, quand il y a eu l'intervention américaine, donc il y a eu un exode de réfugiés vers le Pakistan, et les femmes sont parties en premier, puisque certains sont restés en découdre combattre aux côtés des talibans, et ont laissé leurs femmes partir et leurs enfants, et beaucoup se sont fait arrêter après la frontière par les autorités pakistanaises, et il y avait beaucoup de femmes de djihadistes en prison au Pakistan. Ils sont restés parfois même des années. Voilà. Donc elles n'étaient pas envoyées à Guantanamo, mais certaines pouvaient être arrêtées au Pakistan. Petite question par ici. On voit dans le livre qu'il y a pas mal d'actes de révolution, des jets de saut par exemple. Et je voulais savoir si déjà vous avez vu votre condition de vie s'améliorer grâce à ça, et aussi si c'était régulier, quotidien, si ça faisait partie de votre vie. Alors moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais jeté de... Non, mais les révoltes, en fait, il y avait beaucoup de tension, de colère, de part et d'autre. Les gardiens étaient très en colère parce qu'ils nous détestaient, parce que voilà, ils étaient convaincus qu'ils avaient face à eux les responsables du 11 septembre. Et inversement, les détenus étaient évidemment, les conditions faisaient que ils étaient à bout. Et donc ça créait des bagarres, alors à distance. Et en effet, certains détenus, alors il ne faut pas caricaturer, hein, il n'y avait pas de bataille d'excréments tous les matins, c'est pas comme ça que ça se passait. Mais il y avait des tensions qui faisaient que certains, en effet, alors ça je ne veux pas spoiler la BD, mais il y a des détenus qui utilisaient parfois des excréments, qui jetaient sur les gardiens. C'était une manière pour eux de... Bon, ils utilisaient ce qu'ils avaient comme arme. Et c'était un peu pour se venger, mais c'est humain, quoi. Mais oui, il y a eu des graves tensions. Il y avait par exemple des révoltes, donc il y avait des mouvements en fait. En fait, les détenus, on essayait, nous les détenus, de faire des mouvements collectifs. Donc dans ces conditions, c'était forcément difficile, mais comme la grève de la faim, on essayait de se concerter pour essayer de la faire en même temps, par exemple. En espérant que cette grève de la faim ait plus d'impact s'il y a le plus grand nombre. Alors ils y trouvaient des parades, les militaires, mais on essayait de faire des mouvements collectifs en fait. Et les révoltes, c'est pareil. Et le plus grave, je crois l'épisode le plus grave que j'ai connu à Guantanamo, c'était les tentatives de suicide. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des détenus, ils ont dit il faut qu'il y ait quelques morts si on veut que ça change. Et donc certains se sont pendus, certains ont réussi. Il y a eu à peu près 9 morts, je crois, à Guantanamo. Donc voilà. Sur ces 9 morts, en fait, les circonstances complètes n'ont jamais vraiment été toutes élucidées, ce qui reste, ça laisse pas mal d'interrogations. Il y a des examens qui ont été faits après, et puis en fait, on n'a jamais eu les détails de tout ça. Mais en tout cas, pour dire comment c'était considéré par l'administration militaire, c'est qu'au premier suicide, les militaires en fait refusaient qu'on parle de suicide.
et disait ce ne sont pas des suicides, ce sont des actes de guerre asymétriques. C'est le propre terme. Voilà, donc c'est comme ça que c'était considéré jusqu'à ce niveau-là, en fait, pour dire, voilà, c'est pour nous mettre dans l'embarras qu'ils font ça, et pas du tout en niant complètement la situation personnelle de l'individu et tout ça. Donc, mais voilà, je pense que les détenus ont réagi avec ce qu'ils avaient à disposition, à savoir en premier lieu leur corps, quoi, parce que c'était tout ce qui leur restait. Réagir avec violence, ça restait quand même extrêmement compliqué. Il y avait un système, en fait, avec des escouades spécifiques pour traiter ce genre de cas-là, ce qu'ils appellent la force de réaction rapide, où des types arrivaient, comme on voit dans des manifestations en France, avec les boucliers, les armures, etc. Ils rentraient à 12 dans la cellule d'une seule personne, et puis il se passait ce qui se passait. Et donc c'était tellement violent, ce type d'intervention-là, qu'il y a eu un jour, un des membres de cette escouade-là, pour un exercice, s'est fait passer pour un détenu. Et le gars, je crois, il est invalide à 30% aujourd'hui. Parce que ses collègues, ses copains, l'ont pas reconnu et l'ont traité comme ils traitaient tous les détenus. Voilà. Donc c'est-à-dire un degré de violence. Donc là, c'est quand même assez compliqué d'utiliser régulièrement ce recours-là pour manifester. Et donc le plus régulier, c'était soit les jets avec les fameux seaux, soit la grève de la faim. Et donc il y a des détenus qui ont été en grève de la faim pendant 4 ans. En fait, parce qu'ils étaient alimentés de force, mais qui ont refusé de s'alimenter volontairement pendant 4 ans de rang. Et donc certains l'ont fait aussi longtemps que ça, avec tous les dommages et les séquelles que ça peut générer, vous pouvez imaginer. Et puis d'autres le faisaient de façon périodique pour rejoindre le mouvement. Mais il y a eu des séquences où plusieurs centaines de détenus en même temps étaient en grève de la faim, 200, 300. C'était au moment l'occupation la plus haute du camp, et jusqu'à quasiment la moitié de l'effectif du camp était en grève de la faim en constante. On a une toute dernière question avant la fin de cette conférence. Vous avez beaucoup parlé des différents services de renseignement qui ont participé à la capture de différents éléments qui sont détenus à Guantanamo. Et vous avez notamment dit que la CIA, par exemple, avait un manifeste qui expliquait clairement les techniques d'interrogatoire renforcées. Mais on voit, il y a des rapports qui montrent que ces techniques ne fonctionnent pas. Et est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, que la CIA est partie, la CIA comme les autres services de renseignement, sont partis pour changer leur méthode parce que ne pose pas de résultats, ou au contraire, est-ce qu'elles vont continuer à s'acharner? Je ne sais pas si vous avez accès à ce genre d'informations. Bon, c'est une vieille méthode, la torture. Et puis c'est assez largement documenté que ça ne fonctionne pas terriblement bien. Et pourtant ça continue. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que nous et d'autres organisations, je pense notamment une grande discussion que j'avais pu avoir avec un psychologue d'une association qui est à Paris qui s'appelle Primo Levi, qui travaille beaucoup sur la réinsertion, la réhabilitation et l'aide de victimes de la torture. Dire ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de torture, c'est que contrairement à ce qui est dit par ceux qui la défendent, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire parler les gens, c'est fait pour les faire taire. Et c'est ça le premier objectif, en fait. Et en définitive, si beaucoup d'États, de services de sécurité utilisent la torture, c'est pas pour faire parler les gens, c'est pas pour avoir de l'information utile, c'est fondamentalement pour terrifier les gens et les faire taire. Et les réduire au silence aussi, simplement. Et c'est pour ça qu'on continue à pratiquer la torture dans beaucoup de pays, dans trop de pays dans le monde. C'est pas parce que c'est efficace, pas parce que ça permet c'est une façon jugée par certains de bien lutter contre le terrorisme, c'est parce que ça fait peur à la population, en fait. Et ça permet de réduire au silence des opposants, quels que soient les opposants politiques, des ethnies qui sont minoritaires et qui troublent le bon exercice du pouvoir de l'ethnie qui est majoritaire. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais nous, on est dans cette logique-là, en fait. Et il y a beaucoup d'éléments d'information. On a publié abondamment beaucoup de rapports depuis l'ouverture de Guantanamo encore à ce jour. Et dans certains nombres d'entre eux, on a des anciens, des transfuges de la CIA, des gens qui sont partis, etc., disaient en fait non, ça marche pas du tout, en fait. Mais parce que l'objectif, c'est pas que ça marche. Donc voilà, c'est tout l'argument assez récurrent dans des questions liées à du terrorisme, c'est l'argument de la bombe à retardement. C'est de dire,
On sait qu'il y a une bombe qui va exploser quelque part dans la ville, donc il faut des informations. Donc la seule façon d'obtenir des informations rapides, c'est de torturer la personne. Mais en fait, ça c'est un peu une légende qui a été construite pour justifier la torture, et on sait, c'est assez bien établi que ça ne marche pas. Je veux dire, les gens du Mossad eux-mêmes disent que ça ne marche pas, donc c'est quand même bien placé pour connaître voilà, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, Mille merci à vous trois, merci Alexandre, merci Yves et merci Mourad. Donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Voilà. Merci. Très bien.